On va commencer. Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle visio sur les 10 notions clés à maîtriser pour entreprendre. Cette visio a été conçue suite à la rencontre entre les acteurs de l'accompagnement en réfléchissant comment améliorer le parcours entrepreneurial en Martinique. Et en fait, il est ressorti qu'il y a vraiment des notions incontournables à maîtriser. On a réfléchi lesquelles, on a réfléchi à comment, et ce sont ces notions qui sont ressorties. Et on a fait en sorte d'en faire un atelier. Donc, cet atelier a pour but de vulgariser, vraiment vulgariser les notions, c'est-à-dire que de comprendre qu'elles existent et comprendre comment elles s'articulent, on va dire, les unes avec les autres, pour que tout le monde puisse avoir une base à minima pour sa stratégie et sa gestion d'entreprise. Voilà, je m'appelle Cécile Simoneau, j'ai deux casquettes. Je suis chef de projet du Carrefour de l'entrepreneuriat. Dans quelques minutes, je vais t'expliquer un peu plus ce que c'est. Et je suis aussi cofondatrice du réseau Lila, un réseau pour les entrepreneuses de Martinique. Voilà. Bienvenue et je laisse Léana se présenter avant que nous commencions pleinement. Bonjour à tous, donc je suis Diana Retour, directrice de l'association Coude de tous. Nous intervenons donc en partenariat avec Cécile Surmontre dans le réseau Étoiles et nous collaborons sur de nombreux projets. Donc l'association Coude de tous, c'est une association qui existe depuis maintenant 15 ans et donc oui, on est une petite jeune association, voilà. Et nous avons pour objectif de contribuer du coup à lever des freins dans l'entrepreneuriat et nous accompagnons donc tous les porteurs de projets qui ont pour objectif donc de créer leur activité, que ce soit dans le secteur associatif ou dans le secteur classique. Donc Merci. bienvenue à tous. Ouais, merci à toi pour continuer à travailler ensemble. C'est vraiment précieux d'allier nos forces. Et peut-être que tu en parleras tout à l'heure, mais vous avez quand même des spécificités sur l'accompagnement qui sont très intéressantes. Peut-être que tu peux deux petits mots, en dire deux mots parce que c'est vraiment, ça va peut-être être utile à de nombreuses personnes présentes. Alors, c'est vrai que l'association, donc depuis de nombreuses années, on a travaillé de façon sur vraiment les premières étapes de la création d'entreprise d'un point de vue général. Et depuis à peu près 3 ans, nous sommes spécialisés dans le domaine de la petite enfance. Nous Ouais. accompagnons spécifiquement les porteurs de projets qui veulent créer des micro-crèches, des MAM, enfin voilà, des établissements d'accueil du jeunes enfants pour ceux qui s'y connaissent, des EAJE. Et dernièrement, nous sommes également labellisés Guidasso, donc nous avons la capacité d'orienter les porteurs de projets du secteur associatif. Et là encore, petite spécialité sur la petite enfance, les associations qui travaillent dans le secteur de la petite enfance. Voilà. Super. Merci pour cette présentation parce que c'est très important que chaque personne puisse se rendre compte en fait selon les domaines bien spécifiques qui faire appel. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Bien entendu. Donc ça, tu Voilà, l'as donc là, ce que je vais commencé? vous demander sur la création de développement, et puis maintenant, je vais mettre une note entre 0 et 10 sur votre niveau de maîtrise actuel de la stratégie entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment une auto-évaluation, hein, il n'y a pas de jugement, mais est-ce que vous vous sentez très à l'aise? Donc, c'est 10 et pas du tout à l'aise, 0 ou un, voilà. Donc, un 2 et ça nous permet, OK, 2 5 5 0 3 OK, c'est C'est plutôt, bon. effectivement, 1 5 OK. Bon, Vraiment, il j'espère, faut de la prise d'information. voilà. Donc, j'espère que vous allez bien écouter. Alors, attention, Sandrine, parce que tu es en train de mettre des petits coups de crayon sur l'écran. Alors, pourtant, j'ai enlevé le partage d'écran blanc, mais bon, des fois, je ne sais pas pourquoi. 4 1 1 OK, bon, du coup, ouvrez bien grand vos oreilles, parce qu'il y aura plein d'infos. Vous n'allez certainement pas tout retenir, mais c'est OK. Mais vous allez pouvoir y revenir, et c'est vraiment le but, et de vous familiariser avec les notions. C'est vraiment ce qu'on voulait, donc on est très contente de pouvoir le faire. Je t'invite à avancer, s'il te plaît. Donc, vas-y. Donc, rapidement, le Carrefour de l'entrepreneuriat, il fait partie d'un programme qui s'appelle Entrepreneuriat pour tous et notamment Entrepreneuriat Quartier 2030. Ça vise à créer et à intensifier des actions en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est prévu sur 4 ans et c'est financé par la Caisse des dépôts via la Banque des territoires et opéré par BPI France. Et BPI France, en fait, redistribue les missions chez des acteurs de chaque territoire.
Et donc, c'est le réseau Lila qui le porte pour cette période. Donc, un quartier prioritaire de la ville défini par l'État en fonction des revenus moyens et ouvre des droits spécifiques sur ces quartiers-là pour réduire les écarts sociaux avec le reste des territoires. Voilà. Donc, les QPV qui ont été définis en Martinique pour cette période. Donc, sur Fort-de-France, les quartiers ouest de Fort-de-France, quartier Sainte-Thérèse-Bonnaire, Volga-Plage et Odilon, sachant que chaque quartier a aussi une bande de 300 mètres qui est rattachée, voilà, pour la géographie. À Rivière-Pilote, donc il y a Desfarges-Fanon, à Sainte-Marie, Tombolo City, au Robert, donc il y a Cité-la-Croix, Troutère, Pointe-Lynch et Duchesne, et au Lamentin, Four-à-Chaud, Vieux-Pont, Calbassier, Florindre et Centre-Ville. Voilà, sachant qu'il y a une petite spécificité, des fois il y a une confusion, c'est qu'en fait ça c'est ce qui est défini au global par l'État, mais chaque commune détermine elle-même à son niveau d'autres quartiers prioritaires qui ouvrent des droits, mais directement au niveau des communes. Alors, des fois ça crée une confusion parce qu'il peut y avoir plus, mais selon avec qui vous interagissez, ce ne sera pas forcément la même géographie. Donc c'est un paquet de nœuds, mais bon, on fait au mieux pour s'y retrouver. Voilà, je laisse avancer. Donc, ce dispositif de Carrefour l'entrepreneuriat, ça s'inscrit dans un ensemble de programmes avec le Cité Lab en premier lieu, qui est porté par la CIGE et BGE. Donc, et la personne qui s'en occupe, c'est s'appelle Christelle Jory. Donc, elle va dans les quartiers directement à la rencontre des personnes pour dire, mais en fait, ce que tu fais là, mais c'est de l'entrepreneuriat, pour l'aider à maturer le projet, pour l'aider aussi à se préparer à aller se faire accompagner par différents acteurs et lui dire ce qui existe en termes d'accompagnement. Voilà. Et notamment, en étant issu des QPV, il y a des accompagnements qui peuvent être entièrement pris en charge. C'est jamais gratuit parce que ça coûte en fait, mais c'est pris en charge par d'autres personnes. Ensuite, donc, il y a le Carrefour. Nous, on a vraiment un rôle d'orienter dans l'écosystème et de sensibiliser les personnes aux bonnes pratiques, on va dire, de l'entrepreneuriat, aux bonnes étapes surtout. Voilà, et puis ensuite on oriente, donc il y a des accélérateurs émergents, donc dispositifs qui sont portés aussi par la CIGE pour la création et pour celles personnes qui ont déjà créé pour développer leur entreprise. Il peut y avoir un accompagnement renforcé sur la recherche de financement avec l'ADI, IMA, voilà. Et puis après, ces personnes qui ont passé vraiment déjà d'autres caps, il peut y avoir des accompagnements plus poussés avec le village by CA ou autre. Donc voilà les différentes étapes du programme. On peut avancer. Voilà, donc nous, on a quatre rôles principaux. Donc, on a des entretiens gratuits où on accueille les personnes pour les orienter dans l'écosystème et leur permettre de créer leur passe créa. Il y a un outil pour centraliser leurs infos sur votre création d'entreprise. Ensuite, on a accompagné cette année et on réaccompagnera l'année prochaine des entrepreneuses encore immatriculées, mais qui sont en surendettement ou en forte difficulté financière. On sensibilise le grand public par les réseaux sociaux avec un lexique sur les notions entrepreneuriales et on a fait une semaine de l'égalité entrepreneuriale donc qui a lieu chaque année, hein. Donc là, cette année, c'était du 13 au 25 octobre parce qu'on a finalement on a fait 2 semaines, voilà, avec à chaque année un thème. Et le thème 2026 sera sur le financement. Et on réunit aussi, alors là, on a réuni 5 fois cette année les acteurs de l'accompagnement pour favoriser les synergies de travail, réfléchir ensemble à des outils tels que cet atelier, justement. Il a émergé d'une des rencontres avec les acteurs pour vraiment faire en sorte que tout le monde puisse entreprendre, quelle que soit sa situation, ou en tout cas le mieux possible. Voilà, si tu peux avancer. Et maintenant, on va donc vous présenter ensemble donc, ces 10 notions clés à maîtriser pour entreprendre. Tu veux juste celle d'après. Voilà. Donc, je vais vous lire les 10 notions que Ouais. nous avons. Ah non, ouais, le sommaire. Voilà. Les Ouais. 10 notions que nous avons établies. Et j'ai envie de vous demander déjà dans les commentaires, donc sur les 10, combien vous pensez en maîtriser. Donc, le client idéal, l'étude de marché et la niche, le business model, comment déterminer son prix de vente, seuil de rentabilité BFR, différence entre chiffre d'affaires et rémunération, les obligations comptables en fonction des statuts juridiques, comment établir son prévisionnel de trésorerie, maîtriser les différentes sources de financement et le tableau de bord. Donc là, c'est vraiment un genre de base. Sur les 10, combien vous pensez en maîtriser? Alors, je ne vais pas expliquer là tout de suite ce que sont les abréviations BFR et tout, parce que justement, c'est le but de comprendre. Et puis à la fin, 1, 2, 4, OK, 2, 1, OK. Bon, ben, voyez, comme quoi c'est important parce que même quand on a entrepris,
si on n'est pas passé par des cursus où on s'est fait accompagner ou si on n'a pas une formation initiale, et bien en fait, on passe à côté de ça, qui sont vraiment, c'est vraiment le seuil de ce que vous devez connaître en stratégie d'entreprise. Et quel que soit le domaine, il y a une sorte de squelette qui fait tenir toute entreprise, ce sont ces notions. Voilà. Donc voilà pourquoi. Ok, 2, 3, 5. Super. Et bien, allons-y pour la première notion, du coup, le client idéal. Donc Diana, tu veux la présenter? Alors, comme pour continuer dans la logique par rapport aux propos de Cécile, vous avez bien vu, c'est écrit le client idéal, non pas juste le client. Parce qu'il faut bien comprendre que tout le monde n'est pas votre client. C'est déjà vraiment la première notion importante. Tout le monde ne peut pas être votre client. Et ça, il faut vraiment prendre le temps de bien étudier et de savoir à qui vous allez proposer vos prestations, vos produits, qui va payer ces prestations. Il faut que vous puissiez identifier la niche dans laquelle, comme c'était inscrit, la niche sur laquelle votre projet ou votre produit va venir émarger. Quand on parle de client idéal, c'est vraiment quelle est la personne qui va payer votre prestation. J'aime bien prendre un exemple, oui, bête, mais que tout le monde connaît, pour illustrer tout ça. Quand on va au supermarché, je m'adresse surtout alors, à tous les parents, ceux qui ont eu l'occasion d'avoir des enfants, ou bien les tontons tatis qui disent oui à tout. Où sont placés les bonbons? Les bonbons sont, alors certes, on les trouve dans les rayons, mais ils sont toujours près de la caisse à hauteur d'enfant. Vous savez, là où on doit se baisser et avoir mal au dos. C'est ça. La personne qui va payer, ce sera jamais l'enfant. L'enfant n'a pas d'argent. Par contre, ce sont les meilleurs prescripteurs. C'est ceux qui vont nous parler, crier et nous avoir à l'usure pour qu'on puisse justement enfin déclencher l'acte d'achat. Donc voilà, c'est ça le client idéal. Le client idéal, c'est le parent. Mais puis, par contre, on va faire la différence entre l'enfant qui sera prescripteur, donc qui va inciter notre client à dépenser l'argent. Une fois que vous avez ça en tête, bien sûr, vous n'allez pas y échapper. Vous allez toujours passer par la caisse, mais vous aurez ça en tête. Et c'est la même chose pour votre activité. Vous devez savoir qui va payer la prestation. Un exemple qui revient souvent, c'est pour les personnes âgées. Après, je te laisse la parole, Cécile. Les personnes âgées Ouais. sont souvent ceux qui vont avoir bénéficié de prestations. Sauf que ce ne sont pas les personnes âgées qui payent la prestation. Et pour cela, vous devez mettre en place une stratégie en ayant celle-là en tête. Vas-y. Ben, justement, je voulais dire exactement ce que tu viens de dire, c'est que souvent dans les modèles associatifs, la personne qui est bénéficiaire n'est pas le payeur. Donc, Tout c'est à fait. encore. Alors, c'est pas pour ça que c'est pas vrai dans d'autres domaines, attention. Mais c'est encore plus vrai dans les domaines associatifs parce qu'ils sont à but non lucratif et c'est destiné souvent à des actions sociales ou environnementales et les personnes qui vont bénéficier du service ou du produit ou peu importe ne sont quasiment pas, enfin, c'est très rare qu'elles soient les C'est payeurs. Enfin, très ça peut être, rare. en tout cas, ça peut être partiel, mais voilà. Donc, c'est encore plus important de faire le distinguo entre les deux. C'est ça, c'est exactement ça. Et, tu as parlé de la partie environnementale, c'est encore plus vrai, où souvent la population sera la bénéficiaire, mais comment dire ça, le payeur sera en général l'institution, une institution ou une autre ou un tiers. Et c'est important pour vos activités de pouvoir déterminer et sectoriser, vraiment faire la différence entre qui va me payer et quelles seront les personnes qui vont bénéficier de mon activité. Donc, l'identification de ces profils est d'autant plus importante que la stratégie que l'on va mettre en place ne sera absolument pas la même. Pour reprendre l'exemple des bonbons, voilà, à hauteur d'enfant, ils n'ont pas à se baisser, ils sont tout près, même chose. Leurs os sont encore jeunes, ils peuvent se baisser pour prendre le bonbon qui est jusqu'en bas à 1 € et non pas celui qui est à 10 €. Quand on est plus âgé, on n'a pas la même capacité, la même flexibilité. Donc voilà, donc définir, bien déterminer le profil vous permet d'adapter votre stratégie, que ce soit en termes de positionnement, de localisation et également dans le choix des mots et des termes que vous allez utiliser. Donc c'est pas pour rien que la première notion, c'est le client idéal, parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de déterminer le fonctionnement que vous aurez dans votre activité. C'est bon? Si tout le monde Alors a... oui, donc juste, Vas-y. je voulais donc compléter. Donc, et quand votre client idéal est aussi votre payeur, il faut toujours se demander donc à quel besoin ou souffrance va répondre votre offre. Quelle est la situation rêvée de la personne donc après avoir bénéficié de votre service ou de votre produit. Donc, est-ce que c'est elle qui va payer, sinon qui? Attends, ouais, tu peux Ouais. rester. Et ensuite, il faut identifier son profil professionnel et son profil personnel.
quelle est sa tranche d'âge, la situation familiale, son salaire moyen, ses hobbies, ses habitudes de consommation, les leviers qui vont passer à l'achat. En fait, mieux vous connaissez votre client idéal, votre payeur, on va dire, et mieux et plus ça sera facile d'être rentable. Parce qu'en fait, vous allez ajuster, mais c'est de l'ordre du... Là, c'est vraiment du millimétrage, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que deux personnes qui vendent de la prestation de coiffure n'ont pas forcément le même client idéal. Il y a une personne qui peut si... que veut dire la PRS? PRS. Où est-ce que j'ai mis ça? PRS. Je sais pas si... Ah, la personne, personne. Personne, tout Ah, simplement. Personne. Désolée, Amélie. Et donc, je disais que donc, si vous faites de la coiffure, en fait, vous pouvez spécialiser homme, vous pouvez spécialiser femme, si vous pouvez spécialiser adulte, vous pouvez spécialiser enfant, cheveux afro, cheveux européens, etc. Et vous pouvez spécialiser couleur, spécialiser coupe, d'accord? Et tout ça, ça va vous permettre d'affiner de façon très, très précise votre offre, même votre identité, même de marque, vos couleurs, comme elle disait tout à l'heure, aussi la localisation, etc. Et donc, vraiment, il faut que vous soyez hyper pointu dans cette connaissance. Vous connaissez, il faut que, si vous n'êtes pas votre client idéal, si vous n'avez pas été dans votre parcours votre client idéal, allez à la rencontre, écoutez-les, observez-les. Voilà, et c'est ça qui va vraiment, vraiment, qui va vraiment faire la différence. En fait, vous devez mettre des mots qui vont, où la personne va dire, oh, mais elle dit elle ça. s'adresse à moi. Voilà, elle veut dire comme si la personne elle-même aurait reformulé la phrase. C'est ça que à laquelle vous devez arriver. Et pour ça, bah forcément, vous devez connaître par cœur la personne. C'est Oui, ça. vas-y. Du coup, OK. donc rapidement, une petite étude de cas, c'était plus, est-ce que vous identifiez la cible, par exemple, d'un garage automobile? Qu'est-ce que ça serait pour vous, la cible d'un garage automobile? Alors, il n'y a pas forcément une bonne réponse, hein, il peut y en avoir plusieurs. Allez-y, faites pas les timides. On est tous déjà allés chez dans un garage Voilà. automobile. Donc, les automobilistes, ah Oui. oui, merci Amélie. Plus précis, s'il te plaît. Des actifs, propriétaires Toute de personne voitures, ayant un véhicule. éventuellement. Donc là, vous pensez plutôt particulier, mais en fait, Au le garage prof. automobile s'adressait aussi à qui? Aussi au- à tous les véhicules de service, donc aussi aux collectivités, éventuellement pour l'entretien de leurs véhicules de service. D'accord? Tout Ça à peut fait s'adresser aux entreprises. aux assurances, parce que les assurances vont recommander leur garage pour soit des expertises, soit pour des réparations. Et effectivement, le service de location, vous voyez. Donc, vous voyez à quel point La le garage pluralité. mobile, on pense que ça peut être particulier, mais en fait, le garage mobile, ça peut être ben voilà, adressé à du pro, à de l'institution, à du perso, à du tourisme, d'accord? Donc, ça peut être très varié selon la cible, d'accord? Euh, allez, un petit deuxième exemple, peut-être organisme de formation. Donc, organisme de formation, qui est la cible? Qui est le client idéal? Toute entreprise et particulier. Alors, les Les jeunes, jeunes donc ça peut, effectivement, personnes qui doivent personnes. monter en compétences, essayez d'être plus précis. Les écoles, effectivement, ça peut. Travailleurs en reconversion, adultes en reconversion, entreprise, monter en compétences, oui. Étudiants Et actifs en bien actifs. reconversion, d'accord. Donc, vous voyez, les organismes de formation, on pourrait, donc effectivement, vous avez vu qu'il y a plusieurs niveaux déjà de cibles, mais même, est-ce que les cibles vont être les payeurs ou est-ce qu'elles vont être les prescripteurs? Ou est-ce que les prescripteurs vont être les entreprises qui font le parcours de formation de leurs salariés? Est-ce que vous adressez à France Travail qui a besoin d'un vivier de formation pour les demandeurs d'emploi? Est-ce que vous adressez aux écoles qui ont besoin de compléter leur offre de formation de leurs étudiants? Vous voyez, le même projet, selon à qui on cible, pas du tout la même stratégie, pas du tout le même offre, pas du tout le même positionnement. D'accord? Donc vous avez compris le principe, je pense. Pareil, boulangerie, pâtisserie, traiteur, c'est le même principe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au client idéal? On peut passer à la salle d'après s'il y avait un exemple plus Mhm. concret. Ok. Donc, par exemple, Non. vas-y, vas-y, dis Non, l'exemple. non, 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 c'est qu'il n'y avait pas de question. Donc, Ah, d'accord. non, non, vas-y, tu peux continuer. Alors, l'exemple, par exemple, c'est à quel besoin répond votre offre? Donc, la personne, elle rêve de perdre du poids, de pouvoir s'habiller sans complexe, de retrouver de l'énergie. La souffrance, elle est conscientisée. Donc, la personne, elle va être capable de payer si elle est en confiance. Donc, là, j'aborde une autre notion. Donc, je ne vais pas m'étarder parce que c'est un peu plus complexe, mais
En fait, la personne que vous ciblez, elle peut avoir un besoin, mais elle n'est pas forcément consciente du Consciente. besoin. Et même si elle en est consciente, elle peut en être consciente, mais ce n'est pas forcément une priorité financière non plus. Donc attention, selon sur quoi vous vous positionnez, il est important de réfléchir aussi, est-ce que votre client, par exemple, si la personne, elle a faim, et que vous êtes une boulangerie, elle est consciente du besoin et comme la faim est vraiment un besoin de base, un besoin physiologique de base, elle va être prête à payer si elle a confiance dans l'hygiène de ce que vous proposez ou dans voilà, le côté. Voilà. Donc ça, c'est assez facile. Mais quand on va, par exemple, on parlait de l'environnement. En fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui auraient besoin d'optimiser leurs habitudes de tri, d'éliminer les perturbateurs endocriniens de leur environnement, parce qu'en fait, c'est ce qui va, en fait, par rebond, impacter leur santé, leurs finances, etc. Donc, en fait, elles ont un besoin, mais elles n'en ont pas forcément conscience, déjà. Et même si elles en ont conscience, elles ne vont pas être prêtes à investir de l'argent pour quelqu'un qui va leur dire je te libère des perturbateurs endocriniens de ton quotidien, je t'aide à avoir tes habitudes de consommation pour faire des économies, parce qu'elle n'est pas consciente que c'est ça le point de départ de sa situation. Donc, attention, selon le domaine dans lequel vous intervenez, il est très important de se demander, ou si vous ne savez pas répondre à la question, d'aller étudier votre clientèle pour voir est-ce qu'elles sont conscientes, est-ce qu'elles sont prêtes à en faire une priorité financière. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui leur ferait déclencher un acte d'achat? D'accord? Donc vraiment, ça a l'air de pas grand-chose, mais ça vous évitera de vous Ça a du épuiser sens. sur de la communication, sur une communication d'une personne qui n'est pas prête à payer pour ça, quoi. Alors, Ensuite, vas-y, pardon. en Vas-y. fait, ce que j'allais ajouter, c'est que vous devez être vraiment conscient tout au long des notions que nous allons vous présenter, de la nécessité de toujours travailler en tenant compte du contexte dans lequel votre clientèle et vos prestations vont évoluer. Le contexte à la fois culturelle, mais géopolitique, etc. Les clients, pour reprendre l'exemple de Cécile, une femme en Martinique, ce n'est pas la même femme en Guadeloupe, c'est pas la même femme, ce ne sont pas les mêmes, même en ayant le même profil, 35-40 ans, deux enfants, ce ne seront pas les mêmes difficultés qu'elles vont rencontrer ou facilités qu'elles vont rencontrer, qu'elles soient en Martinique ou en France ou aux États-Unis. Donc, c'est vraiment c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler sur cet aspect-là, parce que la personne, votre client idéal, va être différent dans quel que soit le contexte et aura un impact très important sur la stratégie que vous allez mettre en place. Il y a une prestation peut très bien fonctionner pour rester sur le territoire au Lamentin, elle ne va pas du tout fonctionner à Sainte-Anne. Ce ne sont pas les mêmes populations, ce ne sont pas les mêmes besoins, ce n'est pas le même fonctionnement. Non, c'est juste pour ajouter Exact. ça. Non, mais tu as raison, merci de le rappeler. Et je rajouterais même que, en fait, même situation, même personne, etc., selon le contexte sociopolitique, ça peut aussi impacter. Voilà, donc Totalement. toujours aussi en vigilance, en agilité, en fait, hein, pour réadapter et anticiper ces variations de marché sur lesquelles on n'a pas d'impact. Hein. Donc, il faut être agile. Donc, Mhm. oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, le ciblage, par exemple, c'est une femme de 35 à 45 ans, mère de deux enfants, épuisée, salariée, revenu moyen de 2 000 euros. Elle aime les soins esthétiques, elle aime écouter de la musique, scroller sur les réseaux, d'accord? Donc, vous essayez d'identifier vraiment le profil de la personne. Vous imaginez la personne, vous pouvez même imaginer un prénom, d'accord? Vraiment vous mettre dans la peau de cette personne. Et donc, les habitudes de consommation, alors, c'est toujours un exemple, hein, mais par exemple, elle aime l'acheter en promo, avoir des amis qui ont déjà testé le produit avant d'elle-même acheter. Donc, avec ces personnes-là, par exemple, on va favoriser le fait de faire soit Le du parcours client, non, du parrainage en disant bah, si vous amenez une copine, il y a une réduction, ou de favoriser aussi les témoignages de personnes qui ont déjà acheté, et puis aussi avoir des garanties de retour sur investissement. Donc des personnes qui ont besoin d'être sécurisées dans leur parcours d'achat. Donc ça, c'est vraiment la psychologie de la personne à qui vous ciblez. Et ça a l'air, ça fait un peu peur comme ça en disant mais elles sont bien gentilles les dames, mais comment je vais devoir savoir tout ça? Bah, tout simplement en allant à la rencontre, en allant observer, en allant questionner et en allant voilà, ajuster votre approche. Et puis ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait, on peut sur commencer le long sans, terme. mais il faut vraiment ajuster au fur et à mesure. Voilà, on peut passer à la notion. Je crois que tu as utilisé le bon mot, Cécile, c'est agilité.
Ouais, mais C'est c'est pas le choix, agilité hein. parce qu'entre ce que vous allez écrire au départ et quand vous irez effectivement sur le terrain à la rencontre de vos, justement, du client que vous avez dessiné au préalable, vous allez peut-être vous rendre compte que non, il y a un ajustement à faire et plus vous aurez, vous ferez preuve d'agilité, plus vous aurez une facilité à adapter votre stratégie et à redessiner justement ce profil pour qu'il puisse mieux correspondre à cette, du coup, au terrain parce que c'est vraiment ça la réalité, c'est le terrain qui va faire foi. Tout à fait. Donc, on passe à la deuxième notion, donc l'étude de marché et la niche. Je t'en prie, vas-y, puis après, on pourra. Du coup, comme disait, alors Cécile, je reprends encore une fois ces mots, mais c'est le terrain. L'étude de marché, c'est votre terrain en fait. C'est tout le travail que vous allez faire pour mieux comprendre, justement, pour mieux dessiner. On vous parle de contexte culturel, sociopolitique, voilà, social, c'est la législation. C'est ça l'étude de marché, c'est vraiment confronter les idées que vous pouvez avoir avec la réalité la réalité de votre terrain. Quand je parle de terrain, je ne parle pas uniquement de ce qui se passe en Martinique, hein. Vous devez voir large, surtout, d'autant plus que sur le territoire, il est vrai qu'il n'est pas forcément évident d'avoir des éléments chiffrés et quantifiables. Donc, vous devez absolument, alors j'aime bien dire ça, ouvrir vos chakras. C'est vraiment ça, c'est ouvrir vos chakras. Vous devez prendre le temps d'étudier ce qui se passe dans votre domaine d'activité. Alors, c'est d'autant plus important. Je parle bien du domaine d'activité. Il ne s'agit pas d'aller voir ce que la coiffeuse à côté fait. Non, il s'agit de savoir ce qui se passe dans le domaine de la coiffure. Quelles sont les orientations qui sont données? Quelle est la nouvelle législation? Quelles sont vos obligations? Là encore, on va remettre une couche avec l'environnement, le traitement des déchets générés par votre activité. Une activité génère toujours des déchets. Donc, prenez le temps de vous informer, de chercher les éléments qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que l'on attend de vous. Parce que quoi qu'il arrive, vous devez garder en tête que vous évoluez dans un cadre bien précis, la loi. Ça, je pense qu'il ne le dira jamais assez. La loi est votre base de référence. Qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là et qu'est-ce que je suis habilitée à faire? Comment je peux organiser mon activité en tenant compte de ça? Donc, quelles sont Tout à les fait. évolutions? Vas-y. Non, mais voilà, non, mais complètement d'accord avec toi. Et justement, c'est ce que je disais dans le troisième La point, c'est diapo? vraiment expert dans votre niche de marché. Mhm. C'est-à-dire que quelles sont les innovations sociales, techniques, géographiques, tarifaires, ou peu importe, pour vraiment, vous devez être hyper pointu. Et pour ça, bah, lisez, regardez des vidéos, formez-vous, rencontrez des personnes qui ont déjà plus d'expérience. Enfin, vraiment, vous devez devenir, enfin, vous devez Expert. vraiment vous différencier dans votre niveau de pointu de connaissance de votre marché et de sensibilité du marché aussi. Donc c'est ça, c'est est-ce que le marché il est en émergence? Genre par exemple, un marché peut déjà exister sur un territoire, par exemple aux États-Unis, mais pas encore, par exemple en Martinique. Donc en fait, le marché mondial va être peut-être en évolution, mais peut-être que en Martinique, si vous êtes que sur le local, il va être en émergence déjà. Donc ça vous permet de voir aussi le potentiel du marché et est-ce que la communauté à qui vous adressez est prête pour ce marché. Il faut aussi voilà, jouer avec son temps. Par exemple, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est par exemple si quelqu'un est arrivé lors de la préhistoire en disant j'ai inventé un moyen de communiquer sans fil à des milliers de kilomètres, d'interagir avec des milliers de personnes en même temps, donc Internet, en fait, il aurait été enfermé pour fou. Alors, je ne sais pas si la notion, mais en tout cas, il aurait été banni du clan, d'accord? Donc, ça ne sert à rien non plus de vouloir apporter des choses pour lesquelles les personnes ne sont pas prêtes, ou en tout cas, si certaines personnes sont prêtes, attention de ne pas confondre votre cible, d'accord? Et donc ça, c'est vraiment important de voir où il en est le marché par rapport à vous. Et Et ça... aussi, oui, pardon, vas-y, Non, vas-y. vas-y. Non, non, après, j'avais parlé de la concurrence directe et indirecte, donc vas-y. Alors, ce Ouais. que je disais, on en revient à ce qu'on disait en amont. Un marché qui n'est pas prêt, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas lancer votre produit. C'est juste que vous devez accepter qu'il y aura une éducation à faire avant véritablement le lancement du produit. Donc, ça veut dire que c'est du temps que vous allez devoir consacrer pour créer un réseau qui peut-être n'est pas encore existant, prendre le temps de rencontrer énormément de partenaires. Donc, ça aura forcément un impact sur le moment du lancement et d'une part et deuxièmement dans du coup dans le chiffre d'affaires que vous avez prévu.
Quand on prévoit de lancer un produit et de le vendre dès février, c'est pas la même chose que quand on doit avoir passé par cette étape d'éducation et commencer à vendre à partir de septembre. Donc, forcément, ça aura un impact sur votre activité et vous devez en tenir compte et vous devez en être conscient. Tout à fait. Ben, on retrouve le niveau de conscience dont on a parlé au niveau du client idéal, c'est exactement C'est ça. ça. Et donc là, on n'a pas du coup précisé la différence entre le marché, donc c'est l'expertise, donc par exemple le coaching, et la Mhm. niche, spécificité très précise dans le marché. Donc par exemple, ça peut être le coaching pour les femmes qui sont cadres et qui veulent négocier des augmentations de salaire. Ça, c'est votre niche. Et souvent, on a peur d'avoir une niche très précise parce qu'on se dit oui, mais moi, je peux tout faire, etc. Et sauf qu'en fait, par exemple, si vous voulez manger une bonne gastronomie, par exemple, d'origine japonaise. Et il y a un restaurant où il y a marqué toute cuisine du monde, d'accord? Donc, on va de l'Italie au Japon, en passant par le Groenland et le Brésil, d'accord? Donc, vous allez là. Et juste à côté, il y a un restaurant spécialiste de cuisine japonaise. Ben, si vous avez un besoin de manger spécifique japonais, ben, vous allez là où la personne est spécifiquement, elle est experte dans le domaine. Et c'est pareil, plus vous êtes expert et plus vous devenez la référence pour ce domaine-là, et plus déjà il est facile de se différencier, et de deux, il est plus facile de se faire recommander par d'autres qui pourraient apporter eux dans leur zone de génie. Et donc là, on retrouve le développement personnel de vous en tant que personne. Est-ce que vous connaissez votre zone de génie, votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes fait, la chose que vous faites très bien, naturellement, voilà, et pour vous, c'est une évidence. Mais en fait, c'est vraiment là-dedans que vous devez apporter parce que c'est là où vous allez forcément pouvoir aller bien plus loin et franchir les obstacles plus facilement que d'autres. Voilà. Donc, voilà la différence entre le marché et la niche. Donc, c'était très important. Et du coup, Mhm. après, je vais parler de la concurrence. Mhm. Attends, ouais, avant, on n'avait pas parlé de la concurrence. Ouais, effectivement. Donc, alors, même chose, la concurrence. Vous avez la concurrence directe, la concurrence indirecte, c'est-à-dire, alors là aussi, il faut faire une distinction entre ceux qui vont proposer exactement la même chose que vous. Là encore, c'est une fausse idée de se dire non, mais personne ne fait exactement comme moi. Non. Parfois, ça a été fait, ça n'a pas fonctionné. Il faut savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Quand ça fonctionne, ok, ça fonctionne, ils font la même chose que moi, bah, je regarde ce qui fonctionne. Ça ne sert à rien d'essayer de réinventer le couteau à couper le beurre. Il existe, ben, on va s'inspirer et on va essayer de faire mieux. Justement, on revient encore sur la niche. Le concurrent direct il fait ça comme ça. Ben, je vais me spécialiser moi sur une autre façon, une autre méthodologie. Ça ne veut pas, parfois, un concurrent peut devenir un partenaire, justement. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et là encore, il faut savoir faire preuve d'agilité. Vous avez des concurrents indirects qui peuvent proposer des prestations qui ressemblent aux vôtres, mais qui ne sont pas les mêmes. Vous devez vraiment pouvoir prendre le temps, parce que ça demande du temps, de l'énergie. On en est consciente. Ce n'est pas de la prestation que vous allez vendre tout de suite. C'est pas un produit que vous allez présenter tout de suite. Mais ce sont des étapes qui sont primordiales pour mieux vous positionner, justement, pour mieux connaître votre marché, savoir qui vous êtes, vous à titre personnel, mais également qui vous êtes par rapport à votre activité, quelle sera l'entreprise, quelle sera son identité. Prenez le temps alors vraiment d'analyser la concurrence sur un spectre le plus large que possible. Il ne s'agit pas de dire juste, voilà, il y a un magasin juste en face de là où je veux ouvrir. Non, non. Je sais Mm. où sont positionnés mes concurrents directs. Voici ceux qui proposent. Voici sur quelle tranche ils se positionnent et à qui ils s'adressent. Voici mes concurrents indirects, ceux qui sont un peu sur la même base que moi, mais pas tout à fait. Prenez le temps d'évaluer ben, non seulement les prestations, mais également leur stratégie. C'est des choses que l'on trouve, hein. Souvent, on me dit, oui, mais comment on va faire pour trouver? Internet est notre meilleur ami aujourd'hui. Regardez leurs réseaux sociaux, leur site. Il faut regarder comment ils font, comment ils communiquent, quelles stratégies ils mettent en place, comment ils sont référencés justement par rapport à vos futurs clients. On tend l'oreille. Il y a toujours des petites choses qui vont arriver auprès de l'oreille. Prenez le temps d'écouter et surtout d'analyser. C'est non seulement important pour définir votre stratégie, mais dans votre posture de chef d'entreprise, en prenant cette habitude d'analyser, de prendre du recul, vous aurez déjà
des réflexes qui vous permettront justement, en cas de besoin, de revenir aux valeurs, à l'idée principale et surtout de vous adapter en cas de besoin. C'est vraiment toutes les étapes sont liées les unes aux autres. Donc, quand on parle de la concurrence, on parle du client, comme on a abordé le point en premier lieu tout à l'heure. Vas-y, Ok, Cécile. merci. Non, non, je peux passer. Non, non, c'était très clair. Merci, Nico. Pas de souci. Donc, rapidement, hein, un exemple, c'est par exemple le marché du coaching est en pleine saturation. Ils payent les frais de coach non compétents ou qui ont. Voilà, et donc, ça a augmenté la méfiance des clients. Donc, si vous vous lancez dans le coaching, il faut être conscient de ça. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas se lancer, mais il faut se lancer en étant conscient et de voir comment on contourne ça. Comment les concurrents directs et indirects s'adressent à votre cible. Par exemple, des coachs en entreprise qui vont être sur LinkedIn peuvent agir sur l'organisation de l'espace de travail. Mais les concurrents indirects, ça peut être des formations en ligne autonomes, des livres, l'IA, d'accord? Et en fait, la même prestation peut varier du coup pour la personne de quasiment gratuit avec l'IA à 1500, 2000 euros si elle est accompagnée. Donc, il faut voir aussi en fonction du niveau de prix, qu'est-ce que ça va apporter de différent. Et quand on est conscient de ça, de la concurrence du coup aussi indirecte, on peut aussi valoriser, dire oui, tu penses que tu Mhm. vas pouvoir, par exemple, je reprends l'exemple de la zone de génie. Donc, je veux dire, ben, pareil, si j'étais coach sur ça, ce qui était mon cas avant, donc si tu penses pouvoir trouver ta zone de génie toute seule avec l'IA, eh ben vas-y, libre à toi. Cependant, attention, parce que cela, en fait, ne va pas tenir compte de tes blessures transgénérationnelles, de tes croyances limitantes, de machin, etc. Et en fait, quand on connaît bien cette concurrence indirecte, on s'en sert comme un levier de communication, un levier d'argument, en fait, pour que les prospects, donc c'est les personnes qui ne sont pas encore clients, puissent nous faire confiance et puissent voir la valeur ajoutée de ce qu'on apporte et de payer le prix. Donc, rapidement, donc pour finir l'exemple, pourquoi les coachings ne sont pas efficaces éventuellement? Voilà, bah, dire les clients ne sont pas forcément prêts au changement ou n'ont pas assez de temps, pas assez d'énergie à y consacrer. Donc, à vous de trouver une solution pour parer à ce frein et vous faire connaître pour ça. En fait, c'est quand le marché est en saturation et que bah, c'est plus difficile, il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas avec d'autres solutions. C'est un peu l'exemple que je viens de donner, mais par exemple, vous vous êtes déjà fait accompagner par des coachs, vous avez déjà fait des formations qui ne vous ont pas permis de passer à l'action, mais en fait, c'est à cause de ça, ça et ça. Et moi, pourquoi ça va marcher? Parce que moi, je propose ça, ça et ça. Et c'est en mettant en valeur ça qu'à la fois vous prouvez dans votre expertise, dans la maîtrise parfaite de votre marché, et ça donne confiance. Et aussi, ça rassure le futur client sur le fait de dire le retour sur investissement de la prestation avec vous. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je sais juste être sûr que tout le monde nous suit toujours. On est passionné, vous voyez, donc oui. Ok, bon, tant mieux alors. Des fois, j'essaye de vulgariser, mais des fois, on est dans notre truc, donc n'hésitez pas si à un moment donné, c'est pas clair. Ok, merci pour vos retours. Alors, si tu veux passer à celle, voilà, le business model, vas-y, je te laisse Il si n'y tu a pas veux. de souci. Du coup, le business model, le gros mot en anglais. Donc, c'est vraiment ce qui va vous permettre de savoir comment être rentable. Business model, j'aime bien dire, c'est le circuit de l'argent. C'est vraiment, j'aime bien parler en image. Parfois, c'est un peu plus simple. C'est le circuit de l'argent, savoir par qui va passer l'argent avant d'arriver dans votre poche. C'est ça. Donc, euh, alors, déjà qu'une fois qu'on a cette image-là, c'est de se dire aussi, voilà, à la fin du mois, quand j'ai retiré toutes mes charges, quand j'ai retiré ce que j'ai à payer, combien d'argent il va me rester pour pouvoir vivre. Alors, le mot important, c'est correctement, n'est-ce pas? Donc, quel est le chiffre d'affaires que je dois réaliser pour payer toutes mes charges? Alors, on va prendre l'exemple tout à l'heure, mais c'est souvent, les porteurs de projets, quand ils viennent nous voir, ils font une séparation entre l'entrepreneuriat et leur quotidien. Sauf qu'en fait, il y a de très grandes similitudes. L'entrepreneuriat, c'est voilà, c'est comme le quotidien que vous devez gérer. On ne va pas au supermarché acheter 10 kilos de farine si on n'a qu'1 euro en poche. C'est simple. C'est la même chose. Vous avez votre idée, vous avez votre projet, vous avez déjà réalisé, vous savez ce dont vous aurez besoin. Ben, pour faire vivre ce projet, avant d'y aller, il faut savoir, ben, OK, avant, il faut que je sache combien ça va me coûter et donc combien je dois faire au minima pour au moins pouvoir acheter ce dont j'ai besoin ou pouvoir lancer l'activité.
C'est vraiment ça. Euh, où va sortir l'argent? Tout à l'heure, là, quand on en parlait du client idéal, vous avez fait plusieurs propositions sur le garagiste. On va dire que ce sont les particuliers, les entreprises, les assurances, etc. Est-ce que après m'être interrogé, est-ce que j'ai la capacité, déjà, premièrement, moi, de jusqu'où je peux aller? Et l'idée, c'est de se dire, ben, peut-être que je peux choisir d'avoir un, deux, trois clients différents. Par contre, ils ne seront pas tous au même niveau. On peut se dire, bon, ben, voilà, j'ai choisi de m'adresser en particulier, d'aller vers les particuliers. Ils vont représenter 50% de ma clientèle. Et puis, les entreprises vont faire 25 et les assurances 25. J'ai 100% de ma clientèle, mais je sais exactement d'où va venir les chiffres d'affaires que j'ai réalisés. D'où va rentrer, par quel biais vont rentrer, ben, du coup, les sommes que je vais générer. Et chacune de ces sommes, comment elles vont être payées? Un particulier ne paye pas comme une entreprise, ne paye pas comme une assurance. Donc, il est nécessaire de vraiment savoir qu'est-ce que je suis en capacité de proposer, donc quelles sont mes offres, euh, quels sont mes différents clients, donc mes sources de revenus, et comment je vais être payé pour savoir comment je vais les atteindre. Parce que on en revient toujours à la même chose, toutes les étapes par lesquelles on vous fait passer depuis ce matin. Le client, l'étude de marché, c'est pour mieux comprendre et mieux adapter votre stratégie. Si je choisis de travailler avec des particuliers, je ne vais pas m'adresser à eux de la même façon dont je m'adresse aux entreprises ni aux assurances. Ce ne seront pas les mêmes délais. Ce n'est pas le même travail qui va m'être demandé pour un particulier que pour une assurance. Donc, c'est l'ensemble de ces questions et surtout de ces réponses qui vont vous permettre de dessiner votre modèle et votre business model. Voilà, Tout à fait. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport en fonction de la cible, on peut proposer à plusieurs, mais je rappelle à ce que tu as dit au tout début, c'est qu'il y a aussi la législation et que des fois, si on s'adresse à des particuliers ou des entreprises, on peut avoir des exigences de législation différentes. tout à Donc, fait. attention aussi à ça parce que des fois, on me dit, ah oui, mais c'est merveilleux, machin, mais il y a quand même des fois d'autres. Et tu parlais aussi de quelque chose de très important, c'est les délais de paiement. Donc, on y reviendra quand on va parler Alors, du BFR. Mais ça, c'est une notion très importante. C'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans les trucs de base. Mais en fait, si un particulier, il vous paye tout de suite, quand il paye, donc ça, c'est déjà cool, voilà, c'est qu'en fait, l'entreprise, elle a des délais de paiement qui lui sont accordés. Et du coup, ça, vous devez sortir de la trésorerie et avant d'avoir votre argent. Donc, en fait, il faut en tenir compte aussi dans votre rentabilité mensuelle. Donc, pour résumer ce qu'elle vient de dire, c'est en gros, à la fin du mois, combien vous avez besoin de votre poche pour vivre correctement? Donc, vous avez déduit vos loyers, votre nourriture, machin, etc. Voilà. Et quand vous avez déduit aussi toutes vos charges d'entreprise, évidemment, sans oublier les taxes, les impôts, bon, bagaille. Et donc, quel chiffre d'affaires? Parce qu'on peut avoir un énorme chiffre d'affaires, mais ne pas du tout avoir de bénéfices. On en mhm, reparlera dans la notion de chiffre d'affaires et rémunération. Mais en fait, si vous pouvez gagner 10 000 € par mois de chiffre d'affaires, mais derrière, perdre de l'argent. Parce qu'en fait, ce que ça vous coûte pour donner à vos clients les c'est prestations sûr. en face, ça vous coûte plus que 10 000 €. Donc, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il ne flatte que l'ego, mais ce n'est pas forcément le chiffre d'affaires qu'il faut viser. Vaut mieux un petit chiffre d'affaires, mais une grosse marge, qu'un gros chiffre d'affaires et une petite Une marge. très petite marge. Tout à fait. Donc, attention à ça, ne pas confondre les deux, c'est très important. Et comment connaître la différence? Ben, qu'est-ce que ça vous coûte l'entreprise quand il ne se passe rien? Qu'est-ce que ça vous coûte déjà? Ça peut être les abonnements, ça peut être le loyer, ça peut être des charges salariales si vous en avez, les assurances, etc. Ou les fournitures, si vous êtes par exemple traiteur, vous avez des matières premières. Enfin, traiteur, il y en a plein d'autres qui ont des fournitures, mais voilà. Et ensuite, qu'est-ce que ça vous coûte de vendre à des clients? Parce que si aussi il y a les charges fixes et les charges variables, on y reviendra, mais il y a les charges qui, quoi qu'il se passe, vous les payez, et puis il y a les charges en fonction de ce que vous vendez, vous payez de plus en plus de choses. Si vous devez faire des livraisons, ben, vous allez payer l'essence, vous allez payer quelqu'un peut-être pour faire la livraison, et donc ça aussi, il faut le compter. Et quand vous allez décompter tout ça, dire ben, après, ça sera vos revenus, d'accord? Donc vraiment important de l'avoir en tête, on y reviendra après. Et ça peut être aussi différentes sources de revenus. On peut avoir, par exemple, on peut être propriétaire d'un logement où on a des revenus de passifs, on va dire, d'un logement saisonnier ou pas d'ailleurs, hein, pas forcément, d'accord, peu importe. On peut être salarié et avoir une entreprise à côté.
Et ça nous permet d'avoir en fait cette différente variété de sources de revenus, de dire, bah, en fait, on peut être passionné par les bijoux, mais peut-être que le type de bijoux qu'on vend avec la marge qu'on dégage et le nombre de personnes à qui on peut vendre, bah, ne nous suffirait jamais à en vivre. Donc on peut dire que on garde notre emploi salarié, mais comme on est passionné par les bijoux, bah, on y accorde nos week-ends ou nos vacances, par exemple. D'accord? Parce que, par exemple, si vous faites des massages, que vous vendez votre temps contre de l'argent purement, par exemple, même si vous avez 70 euros le massage, qui peut paraître très cher pour un client, vous, avant d'en vivre pleinement, ça sera très compliqué. Donc, Mhm. attention aussi à votre business model, il vous permet de voir si votre passion peut être rentable. Parce qu'on peut être passionné, mais ce n'est pas pour ça que c'est rentable derrière. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, quelle offre vous avez proposée? Combien de clients vous avez besoin pour vivre, etc. Par exemple, si vous vendez, je ne sais pas, on va prendre l'exemple des bijoux. Vous vendez des bijoux. Vous achetez la matière première, vous les transformez, vous les vendez. Admettons, par bijou, en moyenne, vous faites 5 euros de marge. D'accord? Admettons. Pour arriver admettons, à un chiffre d'affaires, enfin, à 5 euros de marge, à un bénéfice, donc, sur votre entreprise, on va dire, allez, au moins 2 000 euros par mois. Vous divisez 2 000 par 5, d'accord? Et vous allez voir combien il va falloir en vendre dans le mois. Et vous allez voir aussi ce que ça implique derrière en temps de fabrication, en temps de présence sur de vente ou éventuellement sur la gestion d'un site en ligne et éventuellement des livraisons, etc. Et en fait, tant que vous n'avez pas fait ce calcul rétroactif sur la possibilité de viabilité de votre business model, vous ne pouvez pas savoir si vous devez vous lancer. Et j'aime bien rappeler aussi que, comment dire, il n'y a pas un business model idéal. Mhm. Parce que dans votre situation personnelle, si vous êtes parent solo, si vous êtes salarié, si vous avez des problèmes de santé, si vous êtes aidant familial, si, etc., Oui, ça en fait pas mal de bijoux à vendre. c'est pas mal. Donc, tu as 400 bijoux, ça fait au moins 100 par semaine. 100 par semaine, d'accord? Donc, c'est de dire, comment je vais faire pour en vendre 100 par semaine? Et de là, se Mhm. dire, attends, il y a aussi le temps de fabrication, d'accord? Donc, c'est ça aussi. Et j'y reviendrai après, mais quand même, je veux dire, ce temps disponible, donc en fonction de vos contraintes, de vos réalités extérieures, ça vous donne aussi votre temps, le temps que vous pouvez accorder à votre entreprise. Mais le temps à votre entreprise, il faut enlever le temps de gestion, le temps de communication, le temps de logistique, etc. Et de dire, après, concrètement, qu'est-ce qui me reste? Et votre taux horaire, c'est l'argent que vous voulez gagner divisé par ce temps-là, tout simplement. Donc, en fait, attention à avoir un business model réaliste. Et la plupart des financements, d'ailleurs, qui sont refusés, c'est des business models qui ne sont pas réalistes, où les personnes n'ont pas, justement pas fait ce calcul-là et que les financeurs qui sont très habitués, eux, le font très rapidement et disent, c'est pas possible, en fait. Mhm. D'accord? Mhm. Donc, voilà, moi, je pense que l'exemple, on l'a donné suffisamment. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, dites-nous-le au fur et à mesure. On fera de notre mieux. Donc, son prix de vente, du coup, est-ce que tu veux l'aborder? Et puis après, je pourrais... Je te laisse faire et s'il le faut, j'ajouterai tranquillement. Donc, le prix de vente, il y a trois choses. Il faut que ce soit crédible. Par exemple, si je vous dis, eh ben, je te vends une maison à 5 euros, je dis, oula, là, il y a baleine sous gravillon, quoi. D'accord? Donc là, c'est pas crédible. Alors que vous, peut-être qu'il y a eu derrière une astuce qui fait, mais ça ne va pas inspirer confiance. Mais il faut être aussi rentable et avoir plein de clients ou pas en fait, d'accord? Ou pas. C'est pas forcément plein de clients qui font la rentabilité, ça peut être des fois très peu de clients mais avec une très grosse marge comme je le disais tout à l'heure. Donc trois choses pour le prix de vente. Il y a le coût de revient. Donc si vous avez des ingrédients, ça peut être le choix des ingrédients, ça peut être les pertes, ça peut être d'accord des choses comme ça, les fournisseurs ou autres. Et votre tarif, quand vous avez des ingrédients, il doit à minima dépasser le coût de revient. Ça c'est la base de la base. Quand on fait des prestations de service, quand on vend du jus de cerveau, en gros, hein, c'est un petit peu plus subtil, mais en gros, votre coût de revient, c'est quand même votre abonnement téléphonique, vos abonnements à des plateformes, peut-être l'amortissement de votre matériel informatique, et des choses comme ça, d'accord? Si vous avez Vos besoin de compétences. Vos vos compétences ont compétences. une valeur. Voilà, non, mais là, je parle du coût de revient Oui. vraiment, c'est De... vraiment vos frais logistiques, quoi, Mhm. d'accord? Ensuite, il y a le prix psychologique. C'est quel prix les gens ou moi, hein, je serais prêt à payer pour ce produit. Ça dépend aussi comment elle est mise en valeur. C'est-à-dire que on sait bien qu'une bague, ça peut être vendu 5 euros dans un contexte et une bague peut être vendue 10 000 euros, d'accord? C'est pas forcément Dans la un même autre. qualité.
bague. Donc, ce n'est pas forcément la bague qu'on va déterminer un prix, mais c'est le contexte, qu'est-ce que ça apporte, etc. Donc, c'est vraiment un prix psychologique. Et moi, j'aime bien donner l'exemple de l'art, tout simplement. Un tableau blanc fait par vous, ben, c'est un tableau blanc qui vaut même pas 1 euro, d'accord? Même le coût de revient ne sera pas couvert. Et un tableau blanc créé par un artiste de renom qui explique, oui, c'est la pureté, le calme, l'absolu, machin, qui va nous faire tout un grand discours, il va le vendre peut-être 500 000 euros, d'accord? Alors que ça, c'est vraiment le prix psychologique. Il faut réfléchir aussi au retour sur investissement du client. Chaque client doit avoir une notion de retour sur investissement, du gain de temps, du gain de santé, du gain d'argent, du gain de notoriété, du gain de... D'accord. Je reprends l'exemple du tableau. Ben là, le retour sur investissement, c'est la notoriété que ça apporte. Ah oui, tu es capable de t'offrir des tableaux de tel artiste. Tu as la chance, qu'il y en a un seul dans le monde et c'est toi qui l'as, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'ego qu'ils achètent, hein, d'accord? Euh, et aussi le coût de la souffrance du client. C'est-à-dire que si la personne, elle continue sans votre produit ou sans votre service, qu'est-ce que ça va lui coûter? Des séances de psy, peut-être un divorce, peut-être... en fait, bon, vous voyez, en fait, selon le produit, on peut tout à fait décliner le prix de la souffrance, mais ce prix de souffrance a un impact aussi dans le prix psychologique que vous allez aborder. Je donne un exemple, quand je faisais du coaching à la reconversion professionnelle des personnes, au tout début, moi, je n'avais pas confiance en moi. Et donc ça, c'est un peu dans le prix psychologique, mais de votre côté à vous, méga syndrome de l'imposteur et tout, pourtant j'étais formée, j'avais des bons retours. Et donc le même coaching, d'accord, qui était fait en présentiel avec un groupe de 10 personnes maximum, il était vendu, alors je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 600 euros pour 4 mois, donc 150 euros par mois, autant dire quasiment rien, d'accord? Le même coaching, quand j'ai eu, moi, j'ai fait mon chemin moi-même, hein, c'est pour ça que je suis à l'aise d'en parler parce que je reviens de loin aussi, hein. La première fois que j'ai facturé à une prestation à 70 euros de l'heure, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et en fait, le même coaching, un an après, il valait 3600 euros, uniquement en distanciel et en groupe. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai été capable derrière de valoriser le retour sur investissement, de mettre en avant le coût de la souffrance du client et le prix d'aller permettre aux personnes de comprendre pourquoi elles seraient prêtes à payer ce prix pour le coaching. D'accord? Et j'avais, je vais vous dire, plus mon truc était cher et plus j'avais de clients parce que je savais utiliser ces leviers derrière. Donc, c'est vraiment un coup, il y a vraiment beaucoup de coups psychologiques. Après, ça va quand même dépendre des domaines, on va pas se mentir. Si vous achetez des pâtés salés, ouais, au début, ça fait un peu bizarre, ouais, c'est vrai. Au début, si vous vendez des pâtés salés, avant de vendre votre pâté salé 1000 euros, il va falloir vraiment s'accrocher. Donc, il y a quand même des choses, il y a des limites, mais si la prestation elle est immatérielle, il y a quand même beaucoup plus de marge. Et aussi, on peut étudier les moyennes des prix du marché, hein, de la concurrence directe, dont on en a parlé, et indirecte. Donc, qu'est-ce que font les autres pour le même service? Et d'ailleurs, ça peut être un positionnement de dire on se positionne sur du haut de gamme. Parce que je vous donne un petit secret, c'est que la plupart des gens sont prêts à payer très cher pour un service sur une très courte durée, parce qu'il y a la notion derrière d'efficience de la prestation. Voilà. Donc, c'est ça. Par exemple, il y a des personnes qui sont prêtes à payer 20 000 euros pour une opération pour leur faire transformer leur corps, alors que peut-être que quelqu'un leur aurait proposé quelque chose de plus en douceur et peut-être à 2 000 euros, mais qui leur aurait demandé plus d'efforts et sur plus longtemps. D'accord? Et aujourd'hui, et c'est quelque chose que, alors, c'est quasiment ça, mais bon, en tout cas, ça, c'est le minimum, c'est 40% des produits de luxe sont achetés par la classe moyenne. C'est bien la preuve que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de priorité. Il y a plein de personnes qui ne vont pas avoir beaucoup de moyens, mais qui vont avoir le dernier téléphone à la mode ou d'une voiture hyper chère, etc. D'accord? Parce que c'est leur notion pour eux de qu'est-ce que on va dire, le service marketing du produit a été capable de leur faire miroiter comme retour sur investissement. Voilà. Et du Est-ce que coup, on en revient, juste pour compléter ce que tu dis, on en revient encore une fois au contexte aujourd'hui. Pour reprendre l'exemple du corps à 20 000 euros, clairement, on voit bien l'évolution des mœurs, l'évolution aussi de la réflexion des différents clients qu'on peut avoir où ben, on préfère dépenser 20 000 euros et puis en une semaine, je suis debout avec mes 6 abdos plutôt que de prendre 1 an ou 2 ans pour pouvoir travailler en douceur, etc. Même chose.
pour le dernier téléphone. Là encore, c'est l'ego, c'est l'image. Ben voilà, il y a des secteurs. C'est pas tout, ce sont pas tous les secteurs, mais il y a des secteurs, il y a des créneaux où clairement les leviers ne sont pas les mêmes. Et quand on connaît son domaine, on connaît son marché, là encore, c'est beaucoup plus simple d'appuyer sur ces leviers et du coup, on devient plus efficace. Voilà. Voilà. Merci. Du coup, bon, l'exemple, du coup, je pense qu'on a suffisamment Oui, expliqué à tout à mesure. fait. Ah, le Regardez. BFR, je te laisse y aller. Donc, tu en parlais tout à BFR, l'heure là. Oui, oui, c'est les petits tout à gros fait. mots comme ça. Je préfère laisser Cécile en parler. Oui. Alors, il y a deux notions là. Il y a le seuil de rentabilité et BFR. Donc, deux qui se chevauchent quand même pas mal. Donc, le seuil de rentabilité, c'est quel est le chiffre d'affaires, d'accord? Alors, ouais. Quel est le chiffre d'affaires au-delà duquel vous faites du bénéfice, d'accord? Donc, par exemple, chaque mois, vous savez que si, par exemple, vous avez un seuil de rentabilité à 600 euros parce que vous avez des frais donc divers dont on a parlé tout à l'heure, d'accord? Ben, en fait, votre seuil de rentabilité, c'est ça. Donc, tant que vous avez fait moins de ça de chiffre d'affaires, vous êtes en déficit sur ce mois-là. Donc, ça se calcule à la fois au mois et à l'année. Pourquoi au mois et à l'année? On y en reparlera après parce qu'il y a aussi la notion de gestion de trésorerie. Donc, on y reviendra après, ça fait partie des notions. Donc voilà. Et le BFR, c'est très lié. C'est à la fois tout ce que vous devez débourser chaque mois pour couvrir vos frais, mais aussi pour compenser les décalages de trésorerie avec les clients qui ont éventuellement des délais de paiement. Donc c'est à la fois votre loyer, parce que ça tombe tous les mois, mais à la fois si vous avez vendu à des clients et que vous avez dû faire débourser des frais pour faire la prestation, mais le client, il vous paye dans 2 mois, d'accord, pour des raisons diverses, mais en fait, vous, votre BFR, donc vos besoins en fonds de roulement, c'est vos charges fixes plus l'anticipation de trésorerie de ce client qui va vous payer plus tard, en espérant de tout cœur qu'il vous paye, d'accord? Et les clients qui ne sont mauvais payeurs impactent aussi dans votre BFR, forcément, puisque vous avez fait la prestation, ou vous avez peut-être, voilà, bon, bref, peu importe, vous avez sorti de la trésorerie en tout cas, mais vous n'avez pas l'argent qui est rentré derrière. Et si vous devez entamer des procédures pour vous faire payer par vos clients mauvais payeurs, ben, ça rajoute des BFR, au BFR parce que ça vous fait ressortir de la trésorerie en anticipation d'être payé. D'accord? Donc, ce besoin en fonds de roulement, il est hyper important parce qu'un des gros plantages des entreprises majeures, c'est la gestion de la trésorerie. Donc, il faut connaître votre seuil de rentabilité annuel et mensuel. Et il faut connaître donc votre besoin en fonds de roulement qui va varier d'un mois à l'autre, vous l'avez bien compris. Donc, on n'est pas obligé d'être millimétré, mais quand vous avez une notion et vous avez une petite marge, ça vous permet d'avoir aussi de voir venir, comme on dit, et de dire, bah, si ce mois-là, j'ai un client qui ne m'a pas payé avec une grosse machin, peut-être que le mois d'après, je vais mieux sécuriser mes paiements ou je ne vais pas aller sur ce type de clients qui vont me payer dans 2 mois parce qu'en termes de trésorerie, je ne vais pas pouvoir gérer. C'est ça aussi que ça permet d'avoir comme décision. Entre autres, hein. Bien sûr, il y a d'autres choses. Mais En fait, est-ce que c'est la c'est... ligne rouge. C'est la ligne rouge Ouais, de votre activité. C'est la ligne sur laquelle vous vous basez pour faire la gestion financière de votre activité. C'est-à-dire, au-dessus de cette ligne, OK, je vais prendre des décisions. Parce qu'en fait, toutes ces notions vous permettent de prendre des décisions, en fait. De savoir, voilà, aujourd'hui, OK, voilà, donc j'ai 1000 euros de charge, j'ai reçu 1500 euros. Attention, j'ai ce client-là qui va me payer dans 2 mois, donc je vais faire attention. Si je dois investir, je vais peut-être attendre un petit peu. En fait, c'est vraiment ça. Toutes les informations qu'on vous donne, c'est pour vous que vous puissiez vraiment garder en tête une ligne rouge et prendre les décisions au fur et à mesure dans le fonctionnement de votre activité. je fais un petit clin d'œil justement aux personnes qui sont en modèle associatif. C'est que le Mhm. modèle associatif, il y a un BFR qui est souvent énorme parce que la plupart des subventions vont intervenir après, ou en tout cas bien longtemps après le moment où vous avez besoin de l'argent. Des fois, bah là, nous, typiquement, on est en asso. Et là, je vais vous donner un exemple. Il y a une subvention qui est arrivée avec 11 mois de retard. D'accord? Donc, en fait, on nous l'a promis en décembre 2024 et on vient de l'avoir en novembre 2025. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, donc en fait, donc ça, c'est très important comme notion. Donc, chaque mois, donc, vous avez donc, les frais, hein, d'accord, l'assurance, remboursement, etc., salaire, employé, machin.
Mais vous avez aussi donc le décalage de vos clients qui sont du coup aléatoires. Et si dans votre business model, vous voyez que, par exemple, par rapport à vos revenus, votre BFR, donc vous n'êtes pas capable de couvrir votre BFR mensuel, il faut aussi prendre des décisions de comment vous allez gérer ça. D'accord? Parce que sinon, ça se résulte tout simplement par un découvert. D'accord? Donc, est-ce qu'on fait un prêt? Parce que des fois, on a besoin de prêts pour anticiper la trésorerie, tout simplement. C'est pas un prêt parce qu'on n'est pas rentable, mais c'est un prêt parce qu'en termes de trésorerie, on n'a pas le choix. Ça peut être aussi des choix stratégiques différents en disant, cette stratégie, c'est ce qui va être à terme, mais en fait, actuellement, je n'ai pas la trésorerie pour gérer le BFR nécessaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Bon, on va peut-être pas trop s'approfondir, c'est un peu... mais j'espère en tout cas que vous avez compris quand même les grandes lignes de ça, parce que c'est important. Est-ce que c'est clair quand même pour tout le monde ou pas? On a essayé de faire simple. Ouais, ça va. Parce que Ça des va? fois, c'est... Ok. Bon, tant mieux. La dernière fois, j'ai fait un atelier où j'expliquais ça. Et il y en a une qui m'a dit, mais merci Cécile, parce que ça fait 3 ans que mon expert comptable essaye de m'expliquer, que je n'ai toujours pas compris, et qu'en 5 minutes, tu m'as expliqué. Donc, des fois, le vulgariser, c'est plus compliqué qu'autre chose. Donc, tant mieux si vous avez compris. Prévisionnel de trésorerie, tu veux en parler ou j'y vais? Alors, j'ai pas vu le dernier commentaire. En gros, Euh, si le BSC n'est pas atteint, et après, il y a ouais, trois petits. ok. Du coup, la trésorerie. Alors, tout à l'heure, là, Cécile vous expliquait bien qu'il y a une différence entre mensuel et annuel. La trésorerie, c'est la visibilité, c'est comment avoir une visibilité sur l'année de vos charges et de vos charges et de vos ressources, vos revenus sur l'année. Donc, c'est une vision, voilà, de votre objectif annuel en termes de chiffre d'affaires, d'échéance, de paiement et de vos obligations. Donc, en fait, il s'agit vraiment donc, travail, pour le dire très clairement, c'est comme un calendrier. Vous avez un calendrier à l'année où chaque mois, vous répertoriez les différents montants qui vont revenir régulièrement. Alors, on t'a perdu, Cécile. Donc, quels sont vos montants? Quelles sont les dates clés, les obligations, que ce soit en termes de paiement, donc que ce soit au niveau donc CFE, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est cotisation foncière des entreprises. Donc, c'est une charge qui revient chaque année pour vos entreprises. Euh, les impôts, la TVA, La vos période d'ailleurs, là. prestataires. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. On est en plein dans parmi les jolis cadeaux de Noël que chaque entreprise reçoit. Voilà. Vos prestataires, ne pas négliger les prestataires. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir en disant oui, mais j'aurais des prestataires, etc. N'oubliez pas, plus vous avez des prestataires, plus derrière vous avez des charges et vous devez tenir compte, justement, faire très attention entre vos clients, les délais de paiement de vos clients et les délais de paiement de vos prestataires. Un client peut vous payer à 30 jours sur 2 mois. Vos prestataires vont vous demander d'être payés tout de suite, comptant. Donc, vous devez être vigilant là-dessus, vos fournisseurs et surtout si vous avez fait appel à un prêt. Vous avez des échéances qui sont fixes qui vous permettent d'avoir une visibilité sur tout ce qui va sortir sur toute l'année. Ce sont des dates fixes avec des montants fixes. Vous devez les renseigner dans votre tableau. Ouais, alors voilà, donc Alors, gestion de trésorerie, c'est vas-y. gros sujet. Gros sujet. Et donc, ouais, donc, ce que tu viens de dire, non, mais c'est entièrement d'accord, évidemment. Et il y a aussi, au niveau de stratégie commerciale, votre, Mhm. votre saisonnalité, j'aime bien dire de la stratégie, elle doit être en lien avec votre trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a des pics d'activité, il y a aussi des baisses d'activité. Et donc, dans votre domaine, dans chacun dans nos domaines, on en a. Et donc, en fait, votre trésorerie, donc on a bien compris le seuil de rentabilité qui va être de toute façon le même, que ce soit pic ou baisse, votre propriétaire de loyer s'en fiche, en fait, il veut son loyer. Donc, vous, il faut que vous puissiez anticiper aussi ces périodes de baisse d'activité pour que la trésorerie soit quand même suffisante pour gérer pour couvrir le BFR, d'accord? Donc, il faut que aussi vous, dans votre stratégie commerciale, vous ayez éventuellement des périodes de lancement ou des périodes pour savoir que vous avez suffisamment pour aller compenser ça et que vos vacances aussi, vos périodes, vous, de repos, parce qu'il faut en prévoir, mais elles doivent aussi se faufiler dans cette saisonnalité de votre domaine, hein, de votre niche plutôt,
pour pouvoir dire, ben, en fait, je pars quand de toute façon, je sais que l'activité commerciale, elle est au plus bas et je suis pleinement énergique et présente quand c'est le pic d'activité, d'accord? Donc, c'est pour ça que vous me dites que tout est lié, tout est lié. Mhm. Quand vous faites votre stratégie, vous devez aussi tenir compte de ça. Par exemple, je reprends quand je faisais le coaching, donc à la reconversion, je savais dès janvier que j'avais mes 3 périodes de lancement, d'accord? J'avais une période, d'accord, en février, j'avais une période en mai et en juin, parce que après, je savais qu'il y avait les grandes vacances, comme je m'adressais à des mamans, je savais qu'elles n'avaient pas les dispo. Ensuite, je savais qu'il y avait la rentrée, les fêtes de fin d'année, je savais que ce n'était pas la période la plus propice, d'accord? Donc, j'ai adapté ma stratégie avec la saisonnalité. Et pendant cette période-là, donc je m'occupais de mes clientes. Et sur la période où ce n'était pas dispo, moi, je faisais autre chose, d'accord? Donc, c'est à vous aussi de jongler entre ça. Mais pour ça, il faut bien connaître, on revient au tout début, ce qu'on vous disait, Diana, votre marché, votre cible. Et plus vous connaissez ça, et plus c'est facile d'être rentable. Vous voyez pourquoi c'est important, quoi. C'est exactement ce que j'allais ajouter. Vous devez faire preuve de réalisme. Vous ne devez pas vous dire non, mais je vais faire toute l'année. C'est pas vrai. Pour chaque activité, que ce soit, peu importe les statuts, il y a forcément des pics. Toutes les activités sont saisonnières. Il y a des périodes où on va plus vendre, d'autres où on va moins se vendre. Il faut faire preuve de réalisme pour que justement vous ne puissiez pas, comme disait Cécile, ça aura un impact. Parce qu'en face, vous aurez des personnes qui s'y connaissent, qui sont peut-être dans le domaine et qui verront bien qu'entre les chiffres que vous proposez et la réalité, il y a un grand écart et ça va vous faire perdre en crédibilité. Donc, vous devez apprendre à accepter cette notion et être vraiment réaliste. Vous connaissez votre domaine d'activité et si vous ne le connaissez pas, allez chercher l'information. Vous allez vous entourer de personnes qui vont vous dire ah oui, c'est comme ça, etc. Soit vous appuyez sur eux, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance et parlez à ceux échangez, allez sur le terrain, échangez avec ceux qui font partie de votre réseau. Tout à fait. Voici un Et exemple. Vas-y. voilà. Non, mais voilà, c'était juste un tableau d'exemple de prévision de trésorerie, c'est-à-dire que vous avez ce qui vous reste comme solde, enfin votre trésorerie du mois passé. On va ajouter à ce qu'on a, on déduit les charges, on ajoute les décalages de paiement et ça nous Mhm. permet de voir s'il y a des mois où on est en négatif, si on est en positif et comment on va gérer ça. Sachant que ça reste C'est un ça. prévisionnel et que ça se réadapte tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a planifié tout au mois de janvier, enfin normalement c'est avant janvier, mais qu'en fait, en janvier, il y aura des données qui vont changer. Donc, en fait, vous allez devoir revenir en janvier, dire quelle a été la réalité, et on réadapte au cours de l'année avec ça. D'accord? Allez, on peut avancer. C'était Là juste pour dire qu'il y a encore, un bout de suivi. vas-y. Donc là, c'était l'exemple, mais je pense que du coup, on en a assez Oui, parlé. oui, On a assez appris. effectivement. Tu en parlais là, c'est le Dites-moi, CA et la rémunération. voilà. Tu veux en parler? Vas-y, je compléterai. Ça marche. Donc, le CA, c'est le chiffre d'affaires, d'accord? Donc, c'est le volume financier de ce que vous allez vendre. Mais on a bien dit tout à l'heure, déjà, il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Voilà. Mm. Pour que vous vous sentiez à l'aise, je vais vous donner un exemple, c'est que et moi, il y a 10 ans que je suis à mon compte, et la première année, je me suis rendu compte au bout de quelques mois d'entrepreneuriat qu'en fait, dans mes comptes, je ne comptais que les recettes, je ne comptais pas les dépenses. Donc, c'était merveilleux. Du coup, j'étais, bah, tout se passait bien, quoi. Parce qu'en fait, je n'avais pas là. C'est après que je me suis formée, etc. Mais donc, soyez à l'aise. Vous voyez, c'est pour ça que j'en parle très librement et c'est pour ça que je suis très sensible à cette cause aussi. Donc, le chiffre d'affaires, c'est ce que vous vendez, mais derrière, vous avez des dépenses, d'accord? Donc, il y a le chiffre d'affaires, il y a le bénéfice. Et ensuite, dans ce bénéfice, il y a la rémunération. Donc, la Mhm. rémunération, c'est vous allez vendre quelque chose, vous allez déduire vos charges, d'accord? Et dans ce qui reste, et là encore un gros attention, selon votre statut juridique, il pourrait y avoir votre rémunération. Je dis il pourrait y avoir parce que. Et alors là, on commence à être un peu touchy, mais bon. Si vous avez une micro-entreprise, c'est plutôt facile parce qu'en fait, c'est l'argent vous appartient. Mais si vous avez un statut juridique avec une personne morale, comme une SAS par exemple, qui a pas mal la cote, mais voilà, et ben l'argent ne vous appartient pas. Et oui, ça a l'air un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, ça appartient à l'entreprise. Et pour que vous touchiez une rémunération, il faut que vous deveniez salarié de votre entreprise, c'est-à-dire que vous payez des charges sur ça. Et qui dit salaire dit contrat de travail. Donc, quelqu'un qui va
faire vos fiches de salaire. Et qui dit charge aussi, dit aussi quelque chose de mensuel et régulier. Donc, il faut que le chiffre d'affaires puisse être suffisamment régulier pour que vous soyez payé, d'accord, etc., etc. Donc, le statut juridique est très important selon notre régularité, on va dire, de financement et aussi selon la façon dont votre veut être rémunéré. Donc, si on est micro-entrepreneur, c'est très bien pour démarrer, c'est pour ça qu'il a été créé. Mais il y a des plafonds de chiffre d'affaires et il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas du tout adapté. Par exemple, si vous avez énormément de frais à déduire, comme par exemple si vous êtes traiteur, il ne faut absolument pas aller là-dessus parce que vous ne pouvez déclarer que quelque chose de forfaitaire. En fait, vous n'allez pas déclarer au réel ce que vous coûte l'entreprise. Et donc, vous allez repayer des impôts sur ce que vous payez déjà comme fourniture. D'accord? Donc là, peut-être que j'espère que je ne vous perds pas. Oui, parce qu'on t'a déjà demandé de reprendre. Alors, donc, par exemple, si vous avez une entreprise individuelle ou une micro-entreprise, d'accord, l'argent, en gros, vous appartient. Donc, c'est plutôt facile. En fait, il n'y a pas de distinction. Voilà, il n'y a pas de distinction entre. Bah, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, Il y a une distinction. En fait, maintenant, ils imposent quand même un compte séparé, mais c'est quand même, c'est à vous. On va faire assez simple. Le but, c'est de vulgariser. D'accord? Donc, c'est à vous. Donc, en fait, vous pouvez, vous, utiliser l'argent qui arrive sur cette entreprise une fois que vous avez payé vos charges pour vous rémunérer, pour votre dépense personnelle. Mais si vous passez à une entreprise, à un statut juridique qui a une identité, enfin, c'est une personne morale, et bien en fait, l'argent ne vous appartient pas, il appartient à l'entreprise. Et du coup, pour que vous puissiez bénéficier de l'argent, ça peut être soit pour vos frais, donc vous payez un billet d'avion, vous réservez une location de voiture et tout, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pourrez pas payer par exemple, vos courses. Vous ne pourrez pas payer votre loyer personnel. Vous ne pourrez pas payer votre consultation chez le médecin. D'accord? Donc ça, pour pouvoir avoir de l'argent de cette entreprise qui vienne sur votre compte personnel à vous, il va falloir que vous deveniez soit salarié de votre entreprise, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça implique fiche de paye, ça implique des charges et autres, soit que vous versez des dividendes, c'est-à-dire les bénéfices de l'entreprise, mais du coup à la fin de l'année, d'accord? Soit que vous vous fassiez en fait rembourser des frais. Mais si c'est votre seule source de revenus, attention, parce que du coup, ce n'est pas forcément suffisant pour être viable. Est-ce que c'est un peu plus clair? Voilà. Et ce que je voulais dire sur la micro-entreprise, c'est qu'en fait, la micro-entreprise, quand vous déclarez ce que vous coûte l'entreprise, c'est forfaitaire. C'est 30%, si mes souvenirs sont bons. Ça fait longtemps que je ne suis plus en micro-entreprise, mais je crois qu'on est à 30%, c'est forfaitaire. Mais par contre, si vous avez des frais importants à déduire, comme par exemple vous êtes traiteur et vous achetez des matières premières, vous avez des prestataires ou autres, vous ne pourrez pas déclarer ça pour déduire de votre bénéfice. Et donc, vous allez être imposé dans votre micro-entreprise sur tout votre chiffre d'affaires, moins cet abattement forfaitaire de 30%. Ben, ça veut dire que quel que soit ce que ça vous coûte de faire tourner l'entreprise, ils ne vont pas déduire plus que 30% de. C'est une estimation moyenne, d'accord? Et donc, vous allez payer des impôts sur tout votre chiffre d'affaires, moins ces 30%. Alors qu'en fait, ça se trouve, ça vous coûte 70% de frais. En fait, Alors, le forfaitaire, c'est quelque chose, c'est d'office. c'est d'office, en fait. En C'est fait, pas c'est-à-dire qu'ils vont établir que peu importe combien vous avez dépensé, ils vont mettre une barre à 30%. Point. C'est tout. C'est un que ça exemple ne va très pas. simple. Voilà. Admettons, vous êtes micro-entrepreneur et vous donnez à un prestataire 1500 euros par mois parce que c'est votre community manager. Admettons, d'accord? Mais vous avez gagné 2000 euros dans le mois, d'accord? Vous avez fait des 2000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Jusque-là, tout va bien. Et donc, en fait, 1500 par rapport à 2000, d'accord? C'est 75%. Si je dis pas de bêtises, à peu près en tout cas. Là, j'ai un doute. Normalement, J'avoue que j'ai pas. Attendez, je vais dire des bêtises. Normalement, je suis. Ma calculatrice, ça passe. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ok, donc 75%. Mais en fait, quand vous allez déclarer, ils vont vous dire, en fait, on s'en fiche que ce soit 75% ou pas. Nous, on va estimer que vous avez dépensé 30% pour générer ces 2000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on va vous imposer sur les 70% restants. C'est-à-dire que vous allez repayer des impôts sur ce que vous avez déjà payé aux prestataires. Est-ce que c'est plus clair? Et donc, c'est valable que ce soit des prestataires, que ce soit des fournitures ou peu importe en fait. Ils ne veulent même pas savoir la réalité de votre dépense. Ils font, quoi qu'il se passe,
vous avez 30%, ils estiment que vous avez payé 30% pour générer ce chiffre d'affaires. C'est un peu perdu. OK. Alors, on va essayer de faire plus simple. Qu'est-ce que... Donc, oui, exactement, Gérénice. C'est Vous allez ça. doublement payer. Tu vas payer le prix, par exemple, de ton prestataire. Admettons, on reprend cet exemple-là. Vous payez les 1500 par rapport aux 2000 € de chiffre d'affaires généré, d'accord? Et en fait, quand vous allez sur les impôts, il va vous faire repayer comme si ça, c'était du bénéfice, en fait. En fait, tout ce qui va être au-delà des 30% de ce que vous avez déclaré, c'est... Alors, les voleurs. Alors, ce n'est pas forcément des voleurs, mais c'est pour ça que c'est important de le savoir. C'est que c'est un statut qui a été créé pour être hyper simple. Donc, ce n'est pas des voleurs, c'est qu'en fait, c'est un statut qui ne demande pas de trésor, qui ne demande pas de suivi compta, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de le savoir pour que vous puissiez choisir le statut juridique en fonction de ce que vous savez que vous allez avoir comme charge. C'est pour ça qu'on dit que tout ça, tout est lié. Alors, D'accord. on est allé, c'est vrai on est passé enfin, directement du CA rémunération au statut juridique. En Ouais, parce fait, que les deux c'est sont qu'il liés, faut, en fait. c'est Ouais. ça, c'est exactement ça. En fait, il faut bien comprendre que chaque statut, en fait, là encore, le statut juridique, souvent les gens viennent nous voir en me disant, ouais, je veux tel statut. Et ils me disent, est-ce que c'est bon? En fait, le statut va dépendre de l'activité que vous allez créer, de pourquoi vous créez l'activité. Est-ce que c'est un complément de revenu? Est-ce que c'est pour tester une idée, etc. Va dépendre de comment est organisée l'activité. Est-ce que j'ai beaucoup de prestataires? Est-ce que j'ai beaucoup de fournisseurs? C'est là où on va entrer dans le détail. Donc, est-ce qu'on perçoit la TVA? Est-ce qu'on ne perçoit pas la TVA, etc. Euh, Ça va dépendre de quel chiffre d'affaires, donc quel montant je peux générer. Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que, là encore, je vais générer un chiffre d'affaires, donc un certain montant. Est-ce que derrière, si c'est une deuxième activité, je n'ai pas forcément besoin de me payer en salaire, donc je choisis un statut qui est en lien avec ça. Enfin, il y a énormément de points dont il faut tenir compte pour choisir le statut. Et l'exemple que Cécile vous prenait, c'était sur la microactivité, c'est la toute première. En général, c'est vrai que c'est un statut qui est, euh, qui est créé pour tester les activités parce qu'on a déjà une activité principale et que ce ne sera pas, l'activité qu'on va créer ne va pas générer forcément un revenu pour avoir un salaire pour vivre, mais plutôt un revenu secondaire, etc. Et on n'a pas énormément de sorties d'argent, on n'a pas beaucoup de transactions. Voilà, c'est un statut qui est simplifié. Parce qu'à partir du moment où il y aura beaucoup d'échanges, comme l'expliquait Cécile, ben, du coup, vous allez vous retrouver à peut-être devoir payer énormément de prestataires, à faire énormément de dépenses, à avoir des charges qui sont beaucoup plus conséquentes et fiscalement parlant, donc là encore on est sur la fiscalité haute, ça ne sera pas en fait intéressant pour vous parce que dans tous les cas, quand vous ayez dépensé 50 € ou, enfin à partir du moment où vous avez dépensé en tout cas plus de 50 €, à ce moment-là, ben, ce ne sera plus, comment dire ça, Euh, simplement ce n'est plus intéressant. Parce que dans tous les cas, si vous dépensez plus de charges, vous avez plus de charges que vous ne faites alors pas plus de rentrées, mais vous avez beaucoup plus de sorties, d'échanges monétaires, mais du coup, forcément, vous allez vous retrouver à payer deux fois, ben, souvent, ben, tout simplement, la TVA et des charges, des impôts. Voilà. Ça, c'était vraiment spécifique à la microactivité. C'était un exemple que vraiment c'est difficile de prendre pour vous expliquer l'impact de la rémunération, de la trésorerie dans le choix du statut juridique. En fait, tous les éléments qu'on vous présente depuis le début de ce webinaire sont liés les uns aux autres et en fait, c'est pour vous permettre de monter crescendo dans la définition de votre activité. Tout à fait. J'ai bien traduit un petit peu? Ah oui, c'est super. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'on peut faire ces ateliers, parce que quand on ne sait pas ça, et malheureusement, il y a la plupart des... Ici, bah, alors, Mhm. c'est une bonne chose que plein de personnes entreprennent, mais la plupart de notre tissu économique sont créés de micro-entreprises. Et la plupart des personnes, malheureusement, on a fait une étude l'année dernière où il y a plus de 60% des personnes qui ne sont pas accompagnées, qui ne sont pas du coup informées, bah, du coup, vont se retrouver en difficulté, alors que derrière, il y a des vrais talents, il y a un vrai potentiel, mais il faut vraiment l'aborder avec une stratégie et une maîtrise de la gestion de son entreprise. Si ce n'est pas vous qui les maîtrisez, c'est elle qui va vous maîtriser. Et malheureusement, en général, ça va dans le mur. C'est ça. Voilà, oui, David, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc là, je réagis parce qu'il y a eu pas mal de,
sur mon exemple, donc non, mais c'est exactement ça. Donc, en gros, en micro, vous êtes gagnant si vos dépenses, elles correspondent à moins de 30% du chiffre d'affaires ou maximum à 30%. Donc, ça reste intéressant. Tant que vous êtes dans la limite du seuil quand même du chiffre d'affaires de la micro. Sachant qu'en micro, il y a aussi une première partie où on n'a pas de TVA, mais on bascule avec de la TVA au-delà de 37 500. Mais attention, parce que si vous avez basculé, après, du coup, c'est rétroactif sur tout votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est aussi un point de bascule qui peut être très pénalisant. Par exemple, si en début d'année, vous avez fait donc, entre janvier et juin, vous avez fait 35 000 euros de chiffre d'affaires, d'accord? Et en juillet, vous passez au-delà de 37 000. Vous allez facturer votre TVA à partir de ça. Mais pour eux, il va falloir que vous ayez facturé la TVA depuis le début de l'année. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vendu depuis le début de l'année, ben en fait, vous allez perdre la TVA puisque la plupart du temps, vous ne l'aurez pas anticipé. Et du coup, vous n'allez pas redemander à vos clients en disant en fait, il faut me payer la TVA. Et voilà. Donc Mhm. attention à ça. Ça aussi, c'est les gros pièges quoi, de la micro. D'accord? Ok. Donc voilà, donc ça c'est important de. Et on facture alors en EI, on facture la TVA. Alors il y a des situations d'exonération de la TVA selon les domaines et tout. Donc je ne vais pas vous répondre comme ça parce que c'est C'est spécifique. spécifique. Ouais, c'est spécifique. Donc il faut se renseigner selon les domaines. D'accord? En tout cas, ce qu'on veut vous dire par Yeah. rapport à ça, ce qui est très important par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, il ne faut pas le prendre à la légère. Le statut, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est pas genre on démarre, on va en micro. C'est vraiment, il faut vraiment se renseigner. Et il me semble que demain, il y a un atelier de Martinique Développement, non, sur le Oui, tout à fait. statut. Alors Je vous le celui-ci, rends mais c'est sûr, il y en a un, c'est pas le droit et les affaires. si, ouais, si c'est ça, le droit est mon affaire. Et alors, j'ai repartagé ça sur le Carrefour, il me semble. C'est demain. Attendez, je vais voir si je retrouve vite fait l'info. C'est demain de 8h30 à 11h30. Et statut du dirigeant, leur impact pour choisir la protection, etc. Donc, chez Martinique Développement, je pense que sur Zétoile, vous allez retrouver Mhm. l'info. Je vous marque l'adresse de Zétoile. J'espère que tout le monde connaît Zétoile dans l'Assemblée. Hop, je vous mets le lien de Zétoile dans le chat. Je pense que vous pourrez retrouver. Parce qu'en fait, non seulement c'est très spécifique, si vous êtes seul, c'est à peu près simple, mais si vous êtes plusieurs, c'est compliqué. Et selon les domaines d'activité, ça peut être compliqué aussi. Donc, vraiment, ne le prenez pas à la légère. Vraiment. Et J'insiste, je suis un peu surtout, lourde, mais c'est pour non, vous mais tu dire. as totalement raison d'appuyer là-dessus. Et surtout, vous devez avoir une visibilité à 1 an, à 2 ans, à 3 ans et à 5 ans. Alors, surtout 1, 3 et 5. Parce que, comme disait Cécile, la première année, vous pouvez faire un chiffre d'affaires en fonction de votre développement. Si vous êtes amené à changer de statut, vous devez le préparer. Ça se prépare, ça s'anticipe. Il y a des charges, il y aura des choses à payer, il y a de nouvelles choses qui vont se rajouter. Vous aurez des démarches administratives qui vont avoir un coût. Vous devez anticiper les changements de statut. Voilà. Pour rappel, la création et la fermeture d'une micro-entreprise, c'est gratuit. Il y a eu une arnaque qui a eu lieu pendant des années Oui. qui envoyait une demande de 100 euros au micro, etc. C'est une arnaque, c'est gratuit. Par contre, attention, tous les autres statuts, c'est payant. Donc ça Mhm. coûte d'ouvrir et ça coûte de fermer. Donc, comme vient de le dire très justement Diana, non seulement on voit à long terme, mais on anticipe. Parce qu'une fois que vous avez lancé, que vous êtes entre guillemets victime de votre succès, vous allez pouvoir vous faire finalement rattraper par. Alors attends, il y a un micro qui s'est. Alors, hop. Attends, je te remets juste. Hop, Diana. Mince, c'était lequel? Désolée, j'allais me couper parce qu'il y avait un son qui était en arrière. Aïe, C'est bon. attends. Donc voilà, donc vraiment, vraiment important. Et moi, quand je suis allée rencontrer les chambres consulaires et demander ouais, qu'est-ce qui est pour améliorer, ils disent que les gens soient mieux informés sur leur statut parce que, en fait, ça implique tellement de choses derrière. Donc voilà. D'ailleurs, aussi dans les capacités de financement, enfin bon, il y a plein de choses, quoi. Mais là, ce n'est pas le but. On va essayer d'aller là-dessus l'année prochaine, un peu plus spécifique. On va passer à la notion numéro 9. Donc ça, ouais, on avait vu. Donc ça, du coup, on en a. Non, on Ah, a donc, les sources de. Ah oui. Donc, du pas coup, oui. obligation, mais bon, tu en Voilà. as parlé rapidement. J'en ai parlé Euh, rapidement.
l'idée, c'est que selon les obligations, enfin, selon les statuts, il y a aussi des obligations comptables derrière, d'accord? Donc, ça évolue aussi parce que, par exemple, il y a 10 ans, la micro-entreprise, en fait, c'est faut être le même compte que la personne. Maintenant, ils font des comptes bancaires séparés. Il y a cette histoire de facturation électronique aussi qui arrive, d'accord, qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est pour ça aussi que cet atelier, faut les faire et les refaire. Mais vous, une fois que vous êtes lancé, vous devez être en veille de ça. Vous devez vous tenir au courant de l'évolution des choses. Donc, soit vous vous entourez de personnes qui sont experts et vous veillez. Donc, aujourd'hui, on a de la chance quand même, on a avec les réseaux, on a la capacité d'avoir des veilles qui ne coûtent rien, quasiment rien à part un peu de temps pour être au courant de ça. Mais aussi, il faut que vous anticipiez ces conformités. Parce que si vous n'êtes pas en conformité, ça va vous rattraper. Et si vous avez des phobies administratives, ben, faites-vous aider, quoi. Faites-vous aider. Ne mettez pas dans un coin une pile de tous les papiers à faire, etc. Puis après, ça va vous exploser à la tête, quoi. D'accord? Donc, on se fait accompagner ou on se forme si on a envie de se former. Mais de faire l'autruche, c'est la pire chose, d'accord? Donc, là, je vous laisserai relire de votre côté les obligations. C'est pas forcément hyper intéressant d'avoir point par point, mais de le dire à l'oral, mais on vous laissera. Et Ouais. puis, manière, renseignez-vous sur Internet aussi régulièrement, quoi. Mm. La veille est très Voilà, importante. très, très Du important. coup, les sources de financement. Vas-y, commence, et puis si tu as besoin, je compléterai. Ok, alors comme on vous disait, il y a donc pour toute entreprise, vous pouvez avoir différentes sources de financement, les trois plus grandes. Alors celles qui sont les plus connues, celles pour lesquelles on vient toujours nous voir, c'est les subventions. Messieurs et mesdames, les futurs chefs d'entreprise, subventions, non, vos clients. D'abord vos clients. C'est là où on parlait donc de la nécessité d'avoir une stratégie commerciale, de la communication. C'est vraiment la première chose qu'on va regarder. Même quand il y a des subventions, c'est d'abord qu'est-ce que l'entreprise va amener. Donc, c'est d'abord la vente de vos produits, de vos prestations. Ensuite, vous pouvez aller chercher des financements complémentaires, mais ils ne doivent pas représenter 70% de votre activité. C'est d'abord, voilà, c'est un complément. On est vraiment sur des sources complémentaires, d'autant plus que cela nécessite du temps, de monter un dossier, de bien comprendre les attentes du financeur par rapport à votre activité, donc comprendre par rapport à votre projet ou votre prestation. Vous devez comprendre ce qu'il vous demande, euh, comprendre le langage également de votre financeur, c'est très important. Donc, ça va nécessiter du temps pour répondre sans avoir d'autant plus de garanties de réponses positives. Donc, c'est une source de financement, mais attention, ça ne doit pas être votre source principale de financement. Et ensuite, dernière ressource qui est bien souvent négligée, c'est le mécénat. Vous avez différentes sortes de mécénat. Vous avez du mécénat de compétences, qui est très important. Si dans votre activité, comme Cécile en parlait, vous avez de la phobie administrative, il y a des entreprises qui acceptent de mettre à disposition leurs salariés pour intervenir pour votre activité. C'est du mécénat de compétences. Ils vont mettre les compétences de leurs salariés à votre disposition. C'est une ressource non négligeable et bien plus souvent atteignable que de la subvention. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Vous avez du mécénat financier, ben, tout simplement, c'est du don. C'est des structures, pardon, euh, privées qui ont envie de soutenir financièrement votre projet, votre structure. Alors, un peu plus compliqué, d'autant plus dans le contexte actuel, mais pas impossible. Donc, vraiment, si on l'a déjà posé, présenté ainsi, c'est vraiment d'abord en première ressource vos clients. Ne les négligez pas. C'est pour ça qu'on en parle depuis le début. Ne négligez pas votre stratégie commerciale. Ne négligez pas votre communication. Ne négligez pas vos clients. C'est votre première ressource. Et ensuite, la subvention, les concours également. Il y a de plus en plus de fondations, que ce soit en local comme en national et à l'international, qui lancent des concours. Il vous faut avoir aussi une veille là-dessus pour pouvoir vous positionner. Mais cela va vous demander du temps pour rédiger des dossiers. C'est parfois des dossiers de certain nombre de pages, pas forcément très compliqués, mais qui va demander à bien orienter la présentation de votre activité. Et en dernier, le mécénat.
Alors, il y a une question de David. Mécénat, est-ce que c'est du sponsoring en argent ou immatériel? Est-ce que c'est plus que ça? Alors, c'est vrai que mécénat et sponsoring, ce sont deux choses différentes. Mhm. En gros, sponsoring, c'est ils vont vous donner de l'argent ou des ressources. Par exemple, j'ai n'importe quoi. Vous faites appel à Didier pour vous fournir peut-être des packs d'eau pour votre événement. Donc, il va vous donner mettre à disposition donc, des ressources pour pas que vous ayez à les acheter. Mais en échange, il va falloir faire apparaître, les mettre en avant, le logo, peut-être mettre en avant leur entreprise, d'accord? Donc, ça, c'est du sponsoring. Et le mécénat, en fait, c'est souvent des fondations qui font ça. En fait, ce sont des personnes qui ont une politique RSE. Donc, en fait, ils veulent aider certains axes sociaux, environnementaux, d'accord. Et en fait, ils vont vous donner de l'argent parce que eux, en gros, c'est. Alors, il y a. En gros, c'est à la fois pour euh, défiscaliser, on va pas se mentir. À Est-ce la fois, qu'il il y a pour aussi. votre projet? Voilà. À la fois, ça peut être aussi entre guillemets, du social washing, c'est-à-dire qu'avec des personnes qui ont un engagement euh, par du mécénat sur des causes qui sont à l'inverse de ce que eux ils causent comme impact environnemental ou social, d'accord? Donc il y a ça derrière, donc il faut quand même être en phase aussi avec les personnes avec qui vous allez chercher ça. Et il faut que aussi vous ayez un projet solide et que vous donniez des bonnes raisons de choisir votre structure pour le faire. Voilà. Et je reviens sur les concours dont elle a parlé. Donc voilà, donc oui, je suis d'accord avec elle hein, sur le côté prorata de votre business model. Mais les concours, je vous invite, quel que soit votre domaine, dès que vous pouvez, à participer, à candidater à des concours. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous poser des questions stratégiques extrêmement précises qui vont vous permettre de complètement revoir votre stratégie pour vous démarquer, des choses qui vous permettent de prendre du recul et que vous gagnez ou pas le concours, vous serez gagnant. Parce que vous gagnerez du temps et parce que les personnes, même si vous n'avez pas gagné, et ben en fait, elles vous auront vu quand même. Et ça vous donnera des opportunités. Moi, je vais vous donner un exemple. Donc, dans l'asso qu'on a créé, donc le réseau Lila, la première année, alors normalement, une asso en dessous de 3 ans, on ne peut pas trop gagner de trucs. Mais on a répondu à un premier concours qu'on a gagné, alors qu'on avait 6 mois tout juste d'existence, et un deuxième concours qu'on n'a pas gagné, mais grâce auquel on est passé par les mains en fait d'un financeur qui nous a quand même donné de l'argent sur un reliquat, alors qu'on n'était pas du tout. Enfin voilà, ça nous a permis de faire connaître. Donc en fait, quelle que soit la finalité, de répondre à des concours, vous serez gagnant. Et c'est sortir de la zone de confort, c'est apprendre à se mettre en avant de façon claire et impactante, structurer sa vision d'entreprise, c'est aussi savoir se démarquer, de mieux connaître son marché, c'est tout ça que ça permet. Donc vraiment, allez participer au concours. Franchement, vous allez voir, vous serez vraiment gagnante et gagnant. Donc c'est la petite précision. Et le tableau de bord, eh oui. Alors ça peut faire un petit peu peur. On ne sait pas trop comment l'aborder, par quel moment le commencer. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. C'est un outil qui vous permettra de suivre vos indicateurs et de rectifier votre stratégie. En gros, c'est de dire, en fait, c'est votre boussole. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en bateau, vous partez d'un port et vous voulez vous voulez traverser, par exemple, l'Atlantique, d'accord? Vous partez du marin, d'accord? Partez du marin et vous voulez arriver, je ne sais pas, en Espagne. Donc, vous avez votre boussole qui vous donne le cap. Mais en permanence, déjà, vous allez devoir ajuster. Et pour ça, vous avez des capteurs. Mais vous avez aussi peut-être, vous avez un voilier, mais vous avez une réserve d'essence. Donc, quels sont les leviers qui vont vous faire avancer? Vous devez ajuster ça pour être sûr que vous ayez les ressources pour continuer d'avancer. S'il n'y a plus de vent, sur quoi on bascule? S'il n'y a plus d'essence, comment je m'en sors, etc. Est-ce que j'ai des rames éventuellement pour finir? D'accord? C'est aussi de dire est-ce que j'ai les ressources pour aller à mon objectif et on revient au BFR, c'est-à-dire que mon objectif étant ça à la fin, mais est-ce que entre deux, je peux gérer ça, d'accord? Et c'est ce qui va vous permettre d'ajuster votre stratégie, le suivi de votre trésorerie, vos investissements, les prestations qui sont les plus rentables aussi. Par exemple, il faut que vous puissiez dire à la fin de l'année combien de clients vous avez eu, quelles sont les offres qui ont le mieux marché, quelles sont les offres qui sont les plus rentables, etc., etc. Et ça vous permet déjà de mieux gérer votre rentabilité, de mieux gérer votre stratégie, et puis aussi de fidéliser vos clients. Parce qu'un client à qui on revend des prestations, c'est 8 fois moins d'énergie, donc 8 fois moins de coûts qu'un nouveau client. Donc, vous êtes
complètement gagnant d'arriver à avoir un format à la fois économique et, on va dire, stratégique pour fidéliser vos clients. Par exemple, je dis n'importe quoi, déjà, tout le monde a dû vivre dans sa vie que des cartes de fidélisation des magasins ou autres. C'est parce qu'ils veulent vous fidéliser, ils veulent que vous reveniez, d'accord? Et alors, voilà, là, elle a mis le tableau de bord. En fait, là, c'est un tableau de bord donc commercial basique. On peut en faire quelque chose de très simple sur Excel, hein, d'accord? Mais c'est d'avoir une vision de, voilà, combien chaque client vous revient et qu'est-ce que la moyenne de ce que vous ramène un client. C'est comme un restaurant, on va calculer ça en ticket moyen. Quand il y a des clients qui passent chez vous, il y en a qui vont prendre un peu moins, d'autres un peu plus, mais en moyenne, qu'est-ce qu'un client, ça vous ramène dans le restaurant, d'accord? Et quelle capacité de client vous pouvez accueillir? Et qu'est-ce que ça vous coûte, vous, de servir un client? C'est à ça que ça sert aussi. Et qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin de l'année? Mais là, si vous n'avez pas assez, comment vous allez ajuster? Etc., etc. Et si vous aviez prévu des investissements, mais peut-être que vous n'avez plus les moyens de le faire, donc vous allez réajuster, d'accord? Donc en permanence, ça vous permet de gérer votre entreprise. C'est comme en voiture, vous avez votre niveau d'essence, vous avez votre vitesse, vous avez, d'accord, le nombre de tours, il faut passer les vitesses ou pas, mais c'est exactement pareil. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus poussé sur les trucs commerciaux, mais en fait, même un fichier Excel peut déjà faire l'affaire. Et vous allez trouver en ligne des modèles de tableau de bord tout à fait accessibles pour commencer. Est-ce que c'est clair ou pas? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Oui, ok, cool, tant mieux. Oui, ok, génial. Super. Est-ce que tu voulais ajuster? Bon, ok. En conclusion, je voulais vous Non, j'avais partager. rien à ajouter, c'était très clair, Cécile. Bon, tant mieux alors. Rappelez que la réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Et c'est pas quand l'opportunité arrive que vous devez commencer à vous préparer. C'est maintenant vous vous préparez de façon structurée et de façon. Un des pires ennemis de l'entrepreneuriat, c'est l'urgence. Si vous êtes dans l'urgence financière ou émotionnelle, vous n'allez pas faire de bons choix. Donc, c'est vraiment votre pire ennemi. D'accord? Donc, préparez-vous. Faites pas Tarzan, on lâche pas une liane tant qu'on n'en a pas une autre. Si vous n'êtes pas en sécurité financière, et ben en fait, vous d'abord vous prenez un emploi alimentaire, vous construisez votre stratégie, vous étudiez enfin, vous vous faites connaître, vous étudiez votre stratégie d'offre, etc. Et quand ça a pris, quand la mayonnaise a pris, comme on dit, vous basculez, d'accord? Et c'est là que vous allez être opérationnel pour mieux voir les opportunités et pouvoir y aller pleinement, en fait. Voilà ce qu'on voulait vous partager dans cet atelier. Donc, rapidement, pour finir, je voulais partager qu'il y a, vous savez, les entretiens gratuits d'orientation entrepreneuriale. Ce sont des agents. Tu peux mettre la slide, s'il te plaît, Diana. Donc, des entretiens où il y a des agents qui vous accueillent sur le Lamentin, Fort-de-France, Rivière-Salée, le Robert. On a même maintenant fait des visios pour les personnes qui veulent revenir au pays par l'entrepreneuriat. Donc, on a fait des entretiens d'orientation spécial retour au pays, donc en collaboration avec Aller Virer. Donc, sur le même lien, en fait, il y a des personnes qui vont choisir les visios si elles ne sont pas en présentiel voilà, en Martinique. Donc voilà, vous choisissez votre secteur, ensuite il y a des vous allez remplir un formulaire et par mail, vous allez recevoir le lien du calendrier et vous allez choisir le créneau. Et donc, c'est vraiment de l'orientation. Il y a quelque chose de très important. Si vous devez revenir à une seule chose, c'est faites-vous accompagner. Voilà, vraiment. Que ce soit des associations comme Coup de pouce, que ce soit des incubateurs, que ce soit des coachs personnels, que ce soit. Enfin, faites-vous accompagner. On n'a jamais fini d'apprendre et en fait, c'est ça qui va vraiment vous différencier. Donc, voilà ce que nous voulions vous partager pour cet atelier. Oui, donc si vous voulez prendre rendez-vous, donc j'ai mis le lien dans le chat. Et sinon, vous pouvez scanner le QR code. Je rappelle que cet atelier sera mis en replay le temps de traitement, mais bon, maximum d'ici demain, et sera accessible. Le but, c'est vraiment de pouvoir que toute personne puisse y revenir, le partager et partir au moins avec ce package de base sur la stratégie d'entreprise. Je peux arrêter le partage d'écran. Si vous avez des questions, on a encore voilà, 15-20 minutes. Merci Zita, ravie. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? On peut prendre un petit temps pour ça. Parce qu'on a été très vite, il y a plein de notions, on en est consciente. Hein. Mais c'est vraiment vulgarisé, c'est un premier niveau. Merci Déborah, ravie.
Ok, super. Est-ce que Diana, toi, tu aurais un petit mot de la fin? Ton ultime conseil à une personne qui se lance, ça serait quoi? Ne restez pas seul. Ne restez Bon. pas seul. On pense souvent pouvoir tout faire seul, mais c'est pas vrai. Et puis, pouvoir échanger au-delà de l'orientation, les professionnels qui sont là connaissent le territoire. Ils connaissent les financeurs, ils connaissent les attentes. Même si c'est juste pour échanger sur une idée, juste un conseil, euh, 1 heure de conseil vous permettra certainement de gagner. Je ne vais pas monétiser, mais même 1 mois de travail parce que vous aurez échangé, et puis vous avez donné corps en fait à votre projet. Se retirer ce qu'on a dans la tête pour le verbaliser. Déjà, parfois, on s'entend dire, on se dit, mais oui, mais non, en fait, ce à quoi je pensais, c'était pas ça. Parce que quand je m'entends penser, je vois bien que ça cloche. Et le fait de pouvoir échanger avec un accompagnateur ou un conseiller, ça n'a pas de prix. Et en plus, nous sommes là pour ça. Nous sommes sur le territoire, nous sommes suffisamment nombreux pour que vous puissiez intervenir. On ne prétend pas avoir toutes les réponses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille nous-mêmes en partenariat. Parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Donc, n'hésitez pas à venir, à poser vos questions et surtout à transmettre l'information. Aujourd'hui, vous avez été formés. Transmettez. Transmettez à tous ceux qui veulent entreprendre, qui ont une idée d'entreprendre. Voilà. Mais merci pour ton partage. Alors, il y a Chris qui dit, j'ai pas compris, pour les entretiens gratuits. En fait, ce sont des entretiens que le Carrefour de l'entrepreneuriat offre. Donc, ils sont gratuits, ils sont confidentiels, ils sont individuels, d'accord? L'agent va vous accueillir, vous écouter dans l'ensemble de votre contexte et de votre vision, et elle va vous orienter au mieux vers des acteurs d'accompagnement sur l'entrepreneuriat, voire des accompagnements sur la partie sociale, s'il y a des Mhm. besoins périphériques qui vous empêchent d'y arriver, d'accord? Et en fonction, elle va vous dire, ben voilà ce qui existe, et sur le site Zétoile, on a réalisé cette année aussi, grâce à l'ensemble de l'écosystème, une cartographie des acteurs de l'accompagnement. Donc en fait, c'est donc Zétoile, vous allez dans la rubrique outils et vous avez la cartographie des dispositifs sur les financements, sur les accompagnements avant la création, les accompagnements après la création et sur les difficultés des entreprises. C'est des PDF que vous pouvez télécharger qui sont totalement évidemment gratuits et disponibles. Ça vous permettra d'avoir une vision d'ensemble aussi de ce qu'il y a. Donc, vous pouvez aussi vous utiliser ça. Voilà. Mais comme elle le dit, c'est ça. Avoir un avis extérieur. Et c'est pour ça que les agents d'orientation sont là pour vous donner un premier niveau de recul sur votre projet et sur les prochaines étapes à mettre en place. Oui, on va y arriver, mais un pas après l'autre, pas de précipitation. Il vaut mieux prendre plus de temps pour le faire plutôt que de se précipiter, de ne pas être prêt et après de devoir du coup rattraper les pots cassés. Alors, quel rapport entre le réseau Lila et Carrefour de l'entrepreneuriat? Eh bien, tout simplement, le réseau Lila, c'est la structure juridique, donc c'est l'asso qu'on a créé il y a plus de 4 ans, qui est lauréate du Carrefour de l'entrepreneuriat, qui porte le dispositif en fait du Carrefour de l'entrepreneuriat pour les 3 prochaines années. Tout simplement, voilà. Donc, en fait, ce sont les mêmes personnes derrière, la même équipe, mais du coup, ce sont un peu, on va dire, 2 dispositifs différents. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que j'ai répondu à la question? Avec plaisir. Et ben en tout cas, je vous souhaite une belle aventure entrepreneuriale, plein de belles choses. Et alors, les personnes qui n'y seraient pas, il y a aussi le compte Instagram du Carrefour de l'entrepreneuriat. Je vous invite à vous y abonner parce que dessus, il y a quasiment, enfin, énormément d'ateliers régulièrement. Donc, Carrefour underscore entrepreneuriat underscore sur Instagram. Et il y a le lexique de l'entrepreneur. Il y a les ateliers gratuits que nous faisons tout au long de l'année et il y a les liens vers différentes ressources, dont nous avons parlé là au cours de cet atelier. Voilà. Donc la cartographie, on a aussi fait des baromètres sur la création d'entreprise pour savoir où vous en êtes. Tout ça, vous trouvez gratuitement sur le compte Instagram Carrefour Entrepreneuriat 972. Belle fin de journée. Merci Anna, merci à toutes et à tous. Et puis Merci à tous. de vous revoir dans Et vos merci à entreprises. toi, Cécile, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bye À bye. bientôt.